chose avant de continuer. Donc, pour les personnes qui ne parlent pas maintenant, ce serait bien de couper vos micros, comme ça on évitera les bruits parasites, vu qu'on est quand même assez nombreux et pour que tout le monde s'entende. Donc, pour ceux qui ne sont pas, celles et ceux qui ne sont pas habitués à Google Meet, donc c'est en dessous, vous avez trois petits boutons. Vous avez le téléphone rouge et alors il faut juste cliquer sur le micro qui se trouve sur votre gauche. Voilà, merci. Alors avant tout, je tenais vraiment à vous remercier de nous avoir rejoints sur cet événement. Avant d'introduire vraiment la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, juste un petit mot sur la MicroStarter Week, qui est en fait notre campagne nationale dont le but est de sensibiliser et de promouvoir à l'entrepreneuriat. Donc vraiment, on a mis en place plus de 25 événements virtuels Covid oblige, à travers tout notre réseau pour justement faire cette promotion. Donc aujourd'hui, pour la dernière journée de cette semaine, nous avons décidé vraiment d'aborder le thème qui nous tient particulièrement à cœur, qui est en fait la perception de l'autocréation d'emplois par les partenaires sociaux. Donc, on se rend compte que les institutions et les associations de l'insertion socio-professionnelle proposent des solutions et des alternatives aux personnes qui sont en situation de recherche d'emploi ou de réorientation professionnelle. Donc, parmi ces approches, on retrouve donc l'insertion sociale, dont le but est vraiment d'améliorer la situation sociale de la personne, donc via l'aide à la santé, au logement, à l'emploi, à la culture, ce genre de choses. Ensuite, il y a la formation professionnelle qui, elle, est vraiment centrée sur l'acquisition d'une nouvelle compétence, de formation donc basée sur le développement, les formations qualifiantes, ce genre de formation. Et la troisième, c'est l'insertion par une activité économique en tant que salarié. Et donc, nous, on se rend compte qu'il y a une quatrième voie qui est beaucoup moins exploitée justement par les travailleurs sociaux, qui est l'autocréation d'emplois. Et donc, pour comprendre un peu plus ces thématiques et pour vraiment rebondir sur le sujet, donc on a autour de la table, on va dire, donc Altaï et Honorine de l'IRFEM. Il y a Thomas Lenoir du CRVI. Alors, on a Carole du Forum avec son collègue, normalement Terence, que je ne vois pas. Alors, on a Lara Il est absent, Ah ben Il excusez-moi, est voilà, absent. voilà. il vient de me prévenir qu'il est malade, donc il Ok, s'excuse. pas Pas de de souci. souci. Donc, tant que vous êtes avec nous, il n'y a pas de problème. Alors, il y a Lara de Intera et mon collègue Hicham qui va mener le débat aujourd'hui et à qui je céderai la parole. Et alors, juste un petit mot me concernant. Donc, je m'appelle Sally et je suis responsable de l'agence MicroStart à Liège. Donc, voilà. Hicham, je te laisse la parole. Merci Sally. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sally pour l'intro. Moi, je voulais juste, avant de commencer, je voulais juste un peu rappeler le contexte et d'où est venue l'idée de cette rencontre. En fait, c'était dans le cadre d'une rencontre d'une intervention qu'on avait faite avec le CRVI sur l'entrepreneuriat comme vecteur d'intégration des personnes migrantes. Et à la conclusion de cette rencontre avec l'IRFAM d'ailleurs, il y a cette question qui est sortie du débat. C'est quoi la perception au final l'autocréation d'emplois chez les acteurs de l'insertion socio-professionnelle? Est-ce qu'il y a une crainte? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant? Et c'est un sujet, on se rend compte, dont on parle pas assez en fait, même si on en parle peut-être dans un entre-soi, peut-être entre nous, autour d'un verre, mais jamais officiellement. D'où l'idée du coup d'organiser cette rencontre. Euh, Qu'est-ce qui nous motive en tant que nous, MicroStart, qu'est-ce qui nous motive? C'est que quotidiennement, on reçoit des demandes de plusieurs demandeurs d'emploi. MicroStart est une institution de microfinance. On accompagne les futurs indépendants à lancer leurs activités ou à les développer pour ceux qui sont déjà installés. Mais on reçoit énormément de demandeurs d'emploi. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un besoin par rapport à ça, mais que de l'autre côté, euh, ça ne suit pas. Et on essaie de comprendre, on essaie de réfléchir, et j'espère qu'on va lancer cette réflexion avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, la première question que j'aimerais vous poser à tous et à toutes, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que vous pensez que ce constat est réel?
Je commencerai peut-être par Thomas. Je sais que tu travailles avec ça tous les jours. Est-ce que tu penses que c'est un constat qui a sa place ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu? Donc, pour répondre à la question, le constat que en tant que Exactement. CRI, on n'a pas les connaissances. Ben ça, c'est vrai que c'est un constat qu'on a, même si nous, on est convaincu que l'autocréation d'emploi, ça peut être une voie parmi les autres pour les demandeurs d'emploi. Euh, et notre constat, c'est qu'on se rend compte que nous, en tant que CRI, on n'est pas armé, on n'est pas sensibilisé beaucoup à ça, même si voilà, on a mis sur pied des projets innovants, que ce soit avec Microstart, que ce soit avec Manpower, mais c'est pas une voie qu'on rencontre. Et juste pour compléter, pour comprendre un peu, c'est que la mission des CRI, la première mission, c'est d'aider les personnes étrangères à s'insérer le mieux possible en Belgique sur le plan social, économique, culturel, linguistique. Et notre travail premier, c'est de répondre vraiment à des besoins, que ce soit en termes de logement, en termes de santé et de santé mentale. Est-ce qu'une personne qui a un parcours d'exil doit aller voir un médecin, doit aller voir un psy? Il y a toutes les démarches administratives qui sont très lourdes pour les personnes, que ce soit le titre de séjour, le regroupement familial, les questions de nationalité, jusqu'à l'inscription à la commune, l'inscription chez un opérateur de gaz, d'électricité, etc. Et parallèlement à ça, on doit coordonner ce qu'on appelle le parcours d'intégration. Donc, c'est les 400 heures de français, les 400 heures, les 80 heures de citoyenneté, l'ISP. Et nous, notre rôle, c'est vraiment d'orienter les personnes vers les bons opérateurs et de faire le suivi. Et on fait aussi toute une aide socio-juridique qu'on propose aux personnes et avec des demandes particulières de logement, de demandes d'équivalence et enfin euh, l'orientation professionnelle. Donc dans notre travail, dans notre processus, la question, comme disait Sally, on fait vraiment l'insertion sociale en premier lieu, on répond vraiment aux urgences sociales des personnes et puis vient la question de l'insertion socio-professionnelle. Parce que ça, on en est persuadé, c'est que pour pouvoir avoir un projet professionnel, que ce soit de l'autocréation d'emploi ou d'un emploi simple, enfin classique, il faut répondre à certains besoins sociaux, de logement, d'une sécurité économique, d'avoir une certaine stabilité à ce niveau-là, même si on est souvent proche de la précarité, faut pas se leurrer. Euh, et donc, une fois qu'on a répondu à toutes ces urgences-là, on peut essayer d'aller vers l'insertion socio-professionnelle. Et nous, en tant que CRI, on va plus s'orienter vers les opérateurs historiques et classiques qui sont les CISP, qui sont les EFT, qui sont le Forum, qui sont le CFO, les missions régionales de l'emploi, euh, qui sont, on va dire, classiques parce qu'on les connaît, parce que dans notre travail au quotidien, vu que le CRI organise des plateformes, c'est des personnes qu'on rencontre 1 à 2 fois par mois. Donc, on a l'habitude de voir et quand on a une question, on pense à eux parce qu'on les voit. Et donc voilà un peu comment le CRI travaille et quelle est et une des raisons en tout cas pourquoi on va pas spécialement vers l'autocréation d'emploi. On n'oriente pas les personnes vers là. D'accord. Bah, je reposerai la même question peut-être à Carole du Forum, juste pour voir un peu la place de l'autocréation dans ce processus d'insertion socio-professionnelle. Je sais que vous travaillez enfin, dans cette thématique assez souvent. Est-ce que vous pensez que le constat que j'ai fait pour introduire, est-ce qu'il est réel ou c'est juste une impression? Alors, je vais l'étendre de manière générale et je vais m'appuyer sur l'expertise de ma collègue Réane, hein, qui participe également, je l'ai vu dans les participantes, et Ouais. qui, elle, qui représente la création d'activités au sein du Carrefour Emploi Formation Orientation de Liège. Pour moi, la création d'activités est de manière générale mal connue. Pourquoi? Parce que les personnes qui en parlent sont des personnes salariées. Et donc, rien que pour ça, pour moi, il y a vraiment une question de méconnaissance globale du dispositif, du statut, de toutes les modalités qu'il faut pour se lancer comme indépendant. Et je suis actuellement en plein dedans parce que mon compagnon se lance cette semaine en tant qu'indépendant et j'ai pu voir par moi-même tout ce que ça engendre pour une personne qui est habituée au fonctionnement administratif en Belgique. Alors, on peut imaginer, comme le disait Thomas, face à toutes les démarches qu'une personne d'origine étrangère doit faire quand elle fait la démarche de s'installer dans un autre pays, donc déjà arriver à appréhender la culture, le fonctionnement, tout ça, et rajouter à ça les démarches en création d'activité, pour moi, il y a vraiment
deux volets sur lesquels on pourrait se pencher plus intensément. Donc d'abord, la connaissance par les agents, parce que c'est un milieu qu'ils ne connaissent pas forcément. Alors oui, on en entend parler. Moi, je suis référente en création d'activités aussi pour ce qui est des relations avec les opérateurs. Mais malgré ça, il y a quand même encore un gap entre ce qu'on en sait et ce qui existe pour permettre aux personnes d'être accompagnées dans un lancement. Je vais passer la main à Ariane, peut-être qu'elle aura des choses à ajouter par rapport à ça. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est déjà Oui. deux pistes que je Il n'y a pourrais pas, il y a pas introduire. de bonne réponse et il n'y a pas de mauvaise réponse. Le but, c'est vraiment d'alimenter la réflexion. Je passe peut-être la parole à Réane, si elle est là. Je l'ai Non. vu tout à l'heure, mais je ne sais pas si elle est de Moi, je l'autre vois côté. son micro est coupé. Mais bon, Ouais. c'est pas très grave. Je passerai peut-être la parole à Monsieur Van der Meren pour expliquer un peu sa vision de la place de l'autocréation d'emplois dans cette approche de l'insertion socio-professionnelle de manière très globale. Quelle est votre perception à vous? Merci Hicham de me donner la parole. Ma perception est en fait influencée par aussi le cadre dans lequel le Monde des Possibles travaille. Le Monde des Possibles est une association qui, comme le CRI, travaille dans le champ de l'intégration des personnes d'origine étrangère via des cours de français étrangère, citoyenneté et toute une série de projets. Il est également reconnu dans le champ de l'éducation permanente et à ce titre travaille aussi une approche très critique des difficultés sociales et politiques dans lesquelles se trouvent les personnes. Et donc là, je vais revenir effectivement à cette perception à partir de cet angle de l'éducation permanente, même si on essaie de trouver des solutions par ailleurs dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle. Un point qu'on identifie souvent qui nous semble problématique, c'est certes de promouvoir l'entrepreneuriat, promouvoir l'autocréation d'emplois est tout à fait honorable a priori, mais il nous semble important de prendre un peu de distance par rapport à ça et de voir aussi les risques qui peuvent apparaître pour les personnes d'origine étrangère notamment. Les risques d'ubérisation, l'économie de plateforme, faire croire que toutes les personnes peuvent devenir auto-entrepreneurs. Il y a là, pour certaines, et parfois, nous semble-t-il, un mirage de la Startup Nation, on va dire, où tout le monde serait capable, il y aurait les mêmes chances dès le départ. Et ça, c'est clairement totalement illusoire. Et de plus, c'est aussi amener un transfert de la charge, c'est-à-dire que les auto-entrepreneurs deviennent leurs propres managers, d'une certaine manière, intègrent le champ normatif de l'entrepreneuriat, et je ne vais pas utiliser le terme, mais je l'utilise quand même, peuvent s'auto-exploiter et se retrouver à avoir du travail H24. Quoi. Non. Et donc ça nous interpelle quand même beaucoup, et dans les projets d'économie sociale, et ça, si vous voulez, on pourra y revenir, qu'on soutient, on essaye évidemment d'être très vigilant à ces dimensions-là. Il y a, je pense, quelques études qui ont démontré qu'en France, le revenu, je ne sais pas pour la Belgique, mais le revenu de l'auto-entrepreneur qui démarre, c'est pas glorieux, quoi. Hein, c'est 400, voilà les chiffres, 440 € par mois, donc c'est quand même 2 fois moins que le seuil de pauvreté. C'est pas simple de passer vers un emploi de qualité, on va dire, hein, donc avec un salaire correct. Et de sortir d'une certaine précarité. Et donc, il nous semble important de pouvoir adresser ouvertement et avec honnêteté intellectuelle le fait que les participants, et là je parle pour le monde des possibles, mais sont des personnes qui sont souvent défavorisées, elles sont peut-être plus âgées, moins diplômées, moins expérimentées, et donc ont plus de difficultés à percevoir les opportunités, par exemple, d'affaires qui peuvent se présenter à elles. Elles ont peut-être moins de réseaux, moins de sources de financement. Et donc, ça crée une vulnérabilité. Ça peut créer une vulnérabilité encore plus forte. Je dirais, la personne d'origine étrangère est déjà dans une difficulté liée aux discriminations à l'embauche, à l'ethnostratification du marché du travail, par exemple.
et l'amener, je dirais, par elle-même, hein, c'est une servitude volontaire, comme on pourrait le dire, l'amener par elle-même à se mettre les exigences de l'entrepreneuriat, déjà pour une personne, comme disait Carole, qui est sur notre marché du travail, qui a pu acquérir tous les codes, c'est déjà complexe. Mais alors, pour les personnes d'origine étrangère, c'est rajouter une difficulté. Oui. Et donc, il y a des éléments de réponse, mais ça, on pourra. Oui, oui. Là, je vous ai donné un point de vue plus critique. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'a. En fait, moi, ça me fait penser à une autre question. C'est en fait la base, en fait. C'est quoi l'autocréation d'emploi? Et est-ce que ça a vraiment un intérêt, que ce soit pour les personnes étrangères ou pour toutes les personnes qui vivent sur le sol belge, mais qui sont fragilisées, parce qu'il n'y a pas de différence au final entre au sein du public dit fragilisé. Je passerai peut-être la parole à Lara, qui elle est entrepreneuse du coup. Donc on a quelqu'un qui a une expérience pratique. Est-ce que la crainte est justifiée pour toi, Lara? Est-ce que cette crainte de l'entrepreneuriat est justifiée? Oui. Merci Hicham pour la question et merci à Microstar d'ailleurs d'organiser ce petit débat. Je trouve que c'est rare qu'on ait des espaces comme ça pour communiquer entre nous et c'est super intéressant. Donc, je suis contente d'être la entrepreneuse, ça me fait un peu rire. On ne s'est jamais vraiment considérée comme entrepreneuse, donc peut-être pour remettre un petit peu dans le contexte. Donc, je suis en effet fondatrice de l'ASBL Intera, donc avec deux autres personnes qui sont Julie Claus et Elisa Léonard. On est toutes trois vraiment issues du monde plutôt associatif et on a étudié les sciences humaines, quoi. Donc en effet très éloigné du monde de l'entrepreneuriat. Et donc notre ASBL, la mission principale, c'est la création de liens entre les personnes primo-arrivantes et locales, au travers de la mise en valeur des compétences en fait, des personnes. Donc on développe toute une série d'ateliers, c'est à la fois culinaire, mais aussi sportif, on a aussi des ateliers psychologiques, philosophiques, ça va vraiment dans tous les sens, mais c'est vraiment le core business. Du coup, j'ai un petit peu appris le langage aussi du monde entrepreneurial, parce que, pour l'anecdote, en fait, on s'est fait incuber par le Venture Lab, qui est lié à HEC. Moi, j'ai décidé d'y aller parce que c'est un ami qui m'a un petit peu poussée en me disant... moi, je lui parlais de mon idée qui me vient en fait de mon mémoire. C'est toutes les recommandations que je fais dans mon mémoire. Et je lui disais, j'ai quand même envie d'en faire quelque chose parce qu'on écrit, mais au final, il y a quoi? Il y a deux personnes qui vont lire et ça ne sert à rien, ça n'aboutit à rien. J'aimerais bien mettre un projet en place. Et il m'a dit, va au Venture Lab, booster, ils vont te mettre des deadlines. C'est vraiment un langage particulier. Et donc voilà, on a décidé, ok, on va tester. Et on s'est en effet vraiment confronté à un monde qui est un peu différent du nôtre, que ce soit des langages, mais aussi des idées. Quand on parlait de notre projet, ça ne faisait pas toujours sens chez les gens. Et une question qu'ils posaient, c'était quelle est la valeur ajoutée finalement? C'est comme si on prouvait de quelqu'un, donc ça nous choquait énormément. Mais comme on est nous-mêmes dans une optique d'ouverture et qu'on veut un peu sortir de cet entre-soi et donc convaincre aussi des personnes qui sont peut-être non convaincues de la valeur que peuvent avoir des personnes migrantes, on a tout bon. On s'est fait aussi un peu rescaper par la directrice du Venture Lab parce qu'à un moment, on a voulu partir quand quelqu'un, enfin un coach du Venture Lab nous parlait d'échecs parce qu'on n'arrivait pas à maîtriser les outils de business, etc. On se dit non, on peut partir finalement. Mais la directrice du Venture Lab nous a dit non, votre projet fait quand même vraiment sens, il faut qu'on continue à communiquer, etc., de faire communiquer les deux mondes. Et donc maintenant, c'est Luc Pire, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est beaucoup plus proche du coup du monde culturel et associatif liégeois qui nous suit. Et qui suit aussi par ailleurs une personne, un jeune, Ahmad d'origine syrienne. Et chacun, respectivement, nous parle de les difficultés en fait, que peuvent avoir les
communication interculturelle, quoi. Et c'est ça que, de fil en aiguille, on réfléchit nous-mêmes, développer un incubateur pour aider les personnes migrantes à l'autocréation d'emplois. Parce qu'en effet, on s'est rendu compte que oui, c'est une ASBL, oui, on vient du monde associatif, mais ça reste en effet dans la construction du projet une démarche entrepreneuriale, et tout le monde peut faire de l'entrepreneuriat. Je suis bien d'accord avec les constats que Didier faisait en termes du public et des difficultés auxquelles ils sont concernés, par rapport auxquelles ils sont concernés. Et que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Maintenant, je crois il faut en tout cas en effet plus communiquer sur la possibilité d'entreprendre. Oui. Du coup, moi, avec ton intervention, je retiens que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Je redonne la parole à Carole et surtout au Forum. Est-ce que vous aussi vous avez cette idée et quels sont les filtres que vous avez au final? Est-ce qu'il y a des filtres déjà qui font que vous dites ok, lui il est fait pour entreprendre et quelqu'un d'autre qui ne l'est pas? On parle surtout d'un public fragilisé, hein. Alors moi, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce que je ne travaille pas avec le public. Je travaille avec les opérateurs de formation partenaires du Forum. Et donc, j'ai une petite idée, hein, je pourrais y répondre, mais voilà, ça ne fait pas partie de mon registre de compétences et je ne dispose pas d'assez d'exemples. C'est pour ça que j'espérais que Réan puisse appuyer mes dires par rapport à ça. C'est plutôt tous les conseillers référents qui accueillent le public, qui accompagnent le public au quotidien, et les conseillers qui se trouvent également au service clientèle et au Carrefour Emploi Formation. J'ai envie de dire que les filtres sont appliqués en fonction de la personne qui les reçoit et de ses compétences et de ses connaissances. C'est ce que je disais au départ. Un demandeur d'emploi qui passe la porte et qui est reçu par un salarié qui a des connaissances plus ou moins importantes de création d'activité, et en fonction de ses connaissances, de ses compétences et du fait qu'il soit ou non à l'aise avec la matière, aura tendance à orienter vers ou pas. Et donc, voilà, pour moi, il y a vraiment une nécessité d'augmenter le seuil de connaissance minimale de chaque employé pour pouvoir justement leur proposer ces filtres. Mais donc, il y a vraiment un travail qui doit se faire en amont pour moi. Et ceux qui les font, ça dépendra vraiment du caractère et des connaissances de la personne qui va recevoir. D'accord. Sans jugement, hein. Tout Oui, ça est vraiment oui, sans jugement. oui. Je donne la parole à Thomas qui a levé la main. Oui, moi, je voulais rebondir sur ce que Carole et Lara viennent de dire. Je pense qu'il y a vraiment parmi les travailleurs sociaux, que ce soit du Forum, des CRI ou du secteur d'intégration, une méconnaissance du secteur de l'autocréation d'emplois. Mais je pense que ce que Lara disait qui était important quand elle parlait de l'UCPIR, des chocs interculturels qu'il y a, c'est qu'aussi les opérateurs de création d'emplois ne connaissent pas le public étranger ou réfugié et précarisé. Et donc ça, c'est aussi, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire aussi bien parmi les conseillers et les personnes qui orientent, mais aussi par vraiment le secteur de l'autocréation d'emploi, de connaître ce public-là, parce que c'est un public particulier, qui a des besoins particuliers, qui a des demandes particulières. Il y a que ce soit la question culturelle, mais la question de la langue aussi, quand on a avec des personnes qui viennent d'arriver en Belgique, même qui sont depuis 5 ans, mais qui ont un niveau A2 ou B en français, comment est-ce qu'on forme? On est face à un groupe de 10 demandeurs d'emploi qui sont d'origine étrangère, on a 10 nationalités différentes, 10 langues maternelles différentes. Comment est-ce qu'un formateur ou un conseiller va travailler avec ce public-là? Donc ça, c'est pas facile, et je pense que malheureusement, pour les formateurs, il y a une forme de simplicité. Les demandeurs d'emploi, c'est pas ce qui manque en Belgique, donc c'est plus simple de créer un groupe de 10 personnes francophones où on est culturellement plus proche d'eux que de dire, je vais faire un groupe avec 10 personnes qui sont réfugiées, qui ont un parcours migratoire. Donc je pense que ça aussi, il y a un travail qui est qui est important à faire, c'est les experts d'autocréation d'emploi ne sont pas des experts des personnes étrangères. Et donc, il faut arriver à créer des liens entre les deux parce que nous, on a l'expertise de ce public-là. Eux, ils ont l'expertise du secteur. Et donc, il faut, je pense, arriver à créer des liens comme la MicroStart le fait avec son outil Entreprendre sans frontières. Mais je pense que vous êtes les seuls, en tout cas à ma connaissance, qui arrivent à faire ça, même si au Forum, il y a le projet Primo. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui manque, en tout cas, dans l'écosystème. C'est des opérateurs qui maîtrisent les deux. Et je pense qu'Intera et MicroStart, toutes
structures ont compris ça et vont se mettre vraiment dans l'interstice et sont le chaînon qui manquait dans le secteur. Oui. Merci Thomas. Je vais passer la parole à Altaï. Est-ce que pour toi, il s'agit juste d'une méconnaissance ou il y a, selon ton analyse à toi, c'est juste une méconnaissance ou il y a autre chose derrière? Est-ce que c'est culturel peut-être? Bonjour, donc j'ai été coupé, je n'ai pas pu assister à l'ensemble des... Je suis revenu quand Thomas était en train de parler. Hicham, explique-moi combien de temps tu me donnes maintenant pour la réponse à ceci? Comme tu veux. Vas-y. J'ai, au début de la réunion, mis sur papier un certain nombre d'éléments qu'il faut développer, à mon sens, dans le cadre de cette réunion. Si tu trouves que c'est trop long, tu me coupes. Ça va, ça va. C'est que, bon, je vais vous parler des ethnies en Belgique. Vous savez, les ethnies en Belgique, il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a des ethnies, hein, en Belgique aussi, il y en a. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de Flamands et des Wallons. Je vais vous parler des gentils sociocus. Il y en a un certain nombre, là, je vois sur mon écran, et des méchants marchands. Donc en Belgique, il y a des gentils sociocus et des méchants marchands. Et ils ne se mélangent pas trop là. Quand moi je fais des formations dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle, face à des groupes qui font de l'insertion socio-professionnelle, parfois la curiosité malsaine me prend de leur demander avec qui ils vivent, avec qui ils partagent leur temps, leur foyer. Et je ne suis pas étonné de constater que souvent, des éducateurs vivent avec des gens aussi qui sont dans le social, des animateurs, des formateurs vivent aussi avec des enseignants, des infirmiers, infirmières, etc. Donc des gens qui sont dans le non-marchand vivent en général avec d'autres personnes qui sont dans le non-marchand. Et probablement l'inverse est vrai, mais je le vérifie moins souvent parce que je fais moins souvent des formations en entreprise, moi-même, vous voyez. Et alors je me dis, quand c'est comme ça, une personne qui est formateur, formatrice en FLE par rapport à des migrants et qui est censée travailler avec ces personnes adultes qui demain devraient être dans une entreprise, c'est la place des adultes en fait, hein, pas l'école, les entreprises pour participer à la production et à l'enrichissement collectif. Comment est-ce que ce formateur, cette formatrice qui est sortie de la fac de Romane, qui n'a jamais travaillé dans une boulangerie, ni une usine, je ne sais pas moi, de papier ou quoi d'autre, et va pouvoir orienter cette personne vers cet autre écosystème, comme vous utilisez le mot à la mode. Donc, et quels sont les contacts de ce formateur, cette formatrice avec le monde de l'entreprise pour savoir quelles sont, par exemple, les compétences transversales qui sont nécessaires, les savoir-être qui sont nécessaires pour pouvoir accommoder son enseignement de la langue par rapport à tout ça, parce que la langue, on ne l'apprend pas pour la langue. Je parle du public migrant. Donc, je pense qu'il y a effectivement quelque chose d'extrêmement découpé dans notre monde entre ces deux ethnies-là. Je caricature évidemment. Et ça ne permet pas les transitions faciles pour des personnes qui justement ont des difficultés à transiter parce que plus migrants, parce que ne parlant pas bien la langue, parce que n'ayant pas de réseau. Ça peut arriver avec des personnes sous-qualifiées, même belgo-belges, etc. Par rapport au public en difficulté d'insertion, on a des difficultés de transition entre les deux mondes, entre le monde gentil sociocul et méchant marchand. Or, parce qu'il faut aller travailler chez les méchants marchands qui ne sont pas toujours si méchants que ça d'ailleurs. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième raison qui explique ça, c'est ce qu'on peut appeler en psychologie sociale la zone de confort. Chaque professionnel a des zones de confort. Et l'exemple de la formatrice en langue, par exemple, ou du formateur en insertion professionnelle, etc., sont ces zones de confort. Et travailler dans une entreprise, avec une entreprise qui n'est pas du tout maîtrisée, ça le force à sortir de sa zone de confort. Et c'est quelque chose de très coûteux psychologiquement. Ça demande de nouvelles compétences, ça demande des prises de risques, ça demande plus de temps au départ, etc. Mais sans doute pour plus d'efficacité en termes d'insertion demain. Mais ça, on n'est pas toujours capable de l'envisager dans l'immédiat. Et quand, je crois que c'est Thomas, non, c'était une autre personne, une dame du forum, je pense, Carole, qui disait il faut former les acteurs, ben, c'est bien ça. Il faut les former, il faut les accompagner même là-dedans. Et là, on constate, ça c'est Thomas qui le disait, on constate une absence d'acteurs du milieu, des ensembliers, des metteurs ensemble, des transmetteurs, des médiateurs interculturels, non pas entre les Ghanéens et les Belges, entre les Afghans et les Belges, mais entre les sociocus
et les méchants marchands. On a besoin de cette interculturalité professionnelle-là qu'on ignore complètement. On pense que ça va de soi, mais ça ne va pas du tout de soi en fait. C'est là le véritable blocage. On essaie avec les centres régionaux de créer ce concept d'intermédiation sociétale en matière d'insertion de migrants, parce que là, tout particulièrement, on a besoin de cette triangulation entre les migrants, les structures d'insertion et les entreprises, sinon l'insertion, ça ne marche pas. C'est ça. Alors, je passe à un autre point, c'est les besoins sociaux non rencontrés. Alors, je reviens plus vers le domaine de la création d'entreprises. Une entreprise doit répondre à des besoins sociaux pour pouvoir être rentable. Donc, avoir une clientèle et qui doit être solvable d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas nécessairement toujours des gens riches, mais il doit avoir une clientèle solvable d'une manière ou d'une autre. Et des besoins sociaux non rencontrés sont légion. Bon, je suis dans une zone rurale, ce qui explique les coupures, je pense. Voilà, ça pourrait on peut peut-être trouver des intermédiaires en communication, nouvelles technologies qui vont faciliter les choses dans les zones peu couvertes. Pareil pour les transports en commun, pareil pour des gardes d'enfants. C'est toutes des choses qui sont aujourd'hui importantes pour l'insertion à l'emploi. Or, dans un certain nombre de zones, on manque de services, tout simplement. En matière de distribution aussi, on a vu avec le Covid, etc. Je ne suis pas encore dans un village si peu desservi que ça. Que font les personnes âgées dans des villages complètement isolés qui ont besoin de ceci ou cela, qui n'ont pas de voiture? On n'a pas besoin d'avoir tout le monde des voitures, comme vous le savez. Et donc, comment est-ce que les gens font? Eh bien là, il manque des services. Ces services peuvent être créés par de nouveaux entrepreneurs. Et puis, j'en oublie à 20 000 de services comme ça. Il y en a d'autres ici en zone urbaine également. Et si la clientèle n'était pas solvable à ce niveau-là, et que par contre ces services sont utiles à la fois pour les gens, mais à la fois parce que d'autres vont créer des entreprises et s'extraire de l'assistance sociale, eh bien, il faut réfléchir alors avec les PPP, comme vous savez, les partenariats privé-public. Partenariats public-privé. Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose qui est aujourd'hui dans l'air, heureusement, mais qui n'est pas encore si bien illustré que ça sur le terrain. Il faut y penser. Parce que l'entreprise, c'est quelque chose de très divers aussi. Il n'y a pas que les grandes sociétés multinationales, il n'y a pas qu'Amazon. Il peut y avoir des sociétés extrêmement locales, il peut y avoir des sociétés petites, il peut y avoir des sociétés dans le social, il peut y avoir des sociétés dans le circulaire. Donc, il y a une grande diversité, avec une grande diversité de rapports au lucre, en fait, dans ces sociétés, et qui pourraient également être supportées, comme je disais, par les PPP. J'arrive aux migrants, il me reste encore quelques éléments. Je pense que les migrants sont des clients idéaux, malheureusement, pour la création d'entreprises, surtout dans ce contexte-là, social. Pourquoi? Parce que les migrants sont frappés, en particulier extra-européens, sont frappés de discrimination systémique. Et très vite, ils comprennent en fait que quand vous êtes immigré, surtout en dehors d'un système économique comme l'Union européenne, vous n'avez pas le droit de travailler dans où vous voulez. Vous n'avez le droit que de travailler dans où vous pouvez. Y compris les enfants des immigrés sont frappés par cette discrimination systémique. Ça, c'est une règle de l'immigration, une loi écrite nulle part, mais connue de tous. C'était comme ça aussi dans les années 60. Les Turcs qui sont arrivés, les Marocains, n'ont pas travaillé où ils voulaient. Ils ont travaillé dans les mines. C'est là qu'on les faisait venir pour travailler là. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, en fait, cette ethnostratification, qui a probablement été toujours présente dans l'histoire économique et en particulier du capitalisme. Et donc, les immigrants, assez vite, quand ils viennent, ils sont désillusionnés. Ils voient bien ce que c'est, surtout les plus qualifiés. Leurs qualifications sont en plus pas reconnues. Ça fait partie de la discrimination systémique. Je ne dis pas que tout se vaut, hein, mais peut-être qu'on pourrait lubrifier notre système de reconnaissance des diplômes et des qualifications non académiques aussi par d'autres choses. Certains pays le font. Et c'est un grand bien pour leur économie, en fait, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas en Belgique. Donc, quand vous réunissez ces différents éléments, les migrants sont condamnés, en fait, pour sortir de ce système, à créer des entreprises, à devenir leurs propres patrons, ou de manière collective, dans des coopératives, etc. Donc, c'est pour ça que ça fait des clients extraordinaires pour MicroStart et les autres structures d'aide à l'accompagnement, Honorine va en parler, qui malheureusement ne sont pas tellement, sensibles à ça. On l'a constaté dans une récente recherche. Par ailleurs, il y a d'autres atouts qu'on peut mettre en ligne. Ça, c'est le fiel, si vous voulez. Ils sont obligés. Mais il y a aussi le miel.
ils peuvent apporter une forme de créativité, une proximité de certaines clientèles que des entreprises ne pourraient pas le faire. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a beaucoup d'épiceries turques et marocaines, par exemple à Bruxelles, et surtout dans certains quartiers, parce que la grande distribution a fui ces quartiers qui sont peu solvables, et c'est les immigrants avec des petites entreprises familiales qui ont repris le relais. Et c'était vrai déjà avec des Juifs et des Polonais dans l'entre-guerres. Il y a des études historiques qui le montrent. Les immigrants ont toujours été des distributeurs spécifiques par rapport à des populations paupérisées. Donc l'ethnostrification existe aussi dans ce domaine-là depuis longtemps. Donc il y a des apports, il y a des clientèles nouveaux qui peuvent être atteints par ça. Il y a de l'innovation. Je parlais tout à l'heure des problèmes de circulation et de mobilité. Dans un pays comme la Turquie, au Maroc, il y a ce qu'on appelle les taxis publics. Eh bien, c'est quelque chose entre le partage de l'espace-temps de déplacement, mais aussi des moyens de locomotion privés au service des personnes qui n'ont pas accès à ces moyens de locomotion pour des prix revus à la baisse parce que c'est des taxis collectifs. Donc, pourquoi ne pas importer cet exemple qui est un peu tarte à la crème, mais on peut imaginer encore une fois 20 000 autres, ces exemples qui ont cours dans des pays en développement. D'ailleurs, le microcrédit, c'est aussi un exemple de Hicham, n'est-ce pas, qui vient aussi, une technologie qui vient du Sud. Pourquoi on n'a pas instauré un échange nord-sud de ce type, plutôt du Sud vers le Nord cette fois, avec ces techniques qui sont adaptées à des contextes où les moyens économiques sont rares, pour pouvoir requalifier aussi des zones qui sont un peu exclues aujourd'hui en Belgique. J'ai dit Nord-Sud, là aussi, les migrants peuvent être aussi des dynamisateurs de relations peut-être plus équitables entre le Nord et le Sud à travers les activités économiques qu'ils peuvent créer. Il y a une dizaine d'années à l'IRFAM, on avait étudié ça sous le concept de co-développement, migration-développement, et on voit effectivement que les immigrés qui arrivent ici, qui sont attirés par le dynamisme économique du Nord, n'abandonnent pas vraiment en fait le Sud, sont aussi des vecteurs de développement dans leur pays. Ceci a des règles, ceci a des ratés aussi. Il faut travailler dans ce domaine-là. Altay, je vais t'interrompre. Oui, bah, c'était parfait. Alors, bon timing. J'aimerais juste donner la parole à Didier parce que tout à l'heure, il a dit, enfin, il a plutôt présenté une image un peu critique de l'entrepreneuriat qui est tout à fait légitime. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême qui est l'auto-exploitation, etc. Didier, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Altay? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire? Est-ce que c'est vraiment un vecteur d'intégration? Est-ce que c'est... Et s'il vous plaît, ne parlons pas uniquement des personnes immigrées, mais parlons du public fragilisé en général pour ne pas... Voilà. Je te donne la parole, Didier. Ben, pour nous, et on travaille avec Altay sur différents projets, mais pour nous, une manière de créer un amortisseur ou un coussin entre les difficultés que j'ai pu énoncer là tout à l'heure et les atouts, les capacités, les potentialités que Altay vient de souligner, pour ne pas jeter, entre guillemets, les personnes migrantes immédiatement, on va dire, dans les difficultés qu'elles pourraient rencontrer sur le marché du travail classique. Nous faisons, beaucoup de travail via l'économie sociale et solidaire, et où on essaye d'y soutenir justement les logiques entrepreneuriales. Mais pourquoi via l'économie sociale et solidaire? Parce qu'elle répond à certains principes qui, à mon avis, permettent en partie de répondre à ce que Altay a souligné, l'ethnostratification du marché du travail, les discriminations structurelles. Pourquoi? Parce qu'elle répond à certains principes de base. Alors évidemment, ce sont des entreprises aussi, hein, mais c'est une primauté du travail sur le capital, c'est une finalité sociale, c'est une logique de gouvernance collective. Donc l'entrepreneur ne se retrouve pas isolé, seul à devoir assumer toute la rationalité et toutes les difficultés que peuvent porter un projet entrepreneurial. Et donc là, on croit beaucoup, et on a un projet avec l'IRFAM en ce sens. Il y a un projet Interreg Meuserin qui va voir le jour prochainement, avec donc Aix-la-Chapelle, à des logiques collectives, des logiques de coworking, mais dédiées spécifiquement à l'entrepreneuriat des personnes migrantes ici, hein, donc Hicham, parce qu'elles rencontrent des difficultés spécifiques.
Et là, on pense que créer un espace dans lequel il pourrait y avoir une mutualisation comme MicroStart ou Coop City ou le Venture Lab peuvent le proposer, mais où il y a une mutualisation des méthodes, où il y a la possibilité pour un jeune migrant de rencontrer un plus âgé qui a pu donc déjà maîtriser les difficultés ou les techniques requises pour son projet d'insertion socio-professionnelle, un espace où il y aurait la possibilité d'avoir des liens avec le monde académique, avec des agences conseils en économie sociale et sa W Propage, qui a priori ne sont pas spécifiquement sensibilisés aux problématiques d'ISP des personnes migrantes, mais aussi la présence du Forum, par exemple, dans ce projet Interreg qui va voir le jour, le Forum est présent, le CRIPEL aussi. Donc, il y a là une vraie volonté de sortir d'un certain entre-soi, comme le soulignait Altaï, de sortir d'un entre-soi institutionnel et voir quelles sont les pratiques qui peuvent être vraiment innovantes en la matière. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment des pistes via l'économie sociale et solidaire pour créer une zone tampon et qui permettrait aussi d'adresser, alors dans un second temps, puisque ce sont des entreprises ou des initiatives qui doivent avoir impérativement une viabilité économique, mais le travail prime sur le capital. Je crois que là, il y a une belle piste, un scénario à explorer. Merci Didier. J'aimerais passer à un autre axe, si je peux l'appeler comme ça. On voit maintenant qu'il y a une distance, on a essayé de l'expliquer, il y a une certaine méconnaissance, puis il y a certaines particularités culturelles qui font que on a deux mondes, celui de l'entrepreneuriat et le monde social. Si on essaie de réfléchir à des critères communs, une plateforme commune entre ces deux mondes, ce serait quoi à votre avis? Je donne peut-être la parole à Thomas. Quels seraient les deux? Je sais, c'est une colle, hein. Ouais, c'est une belle colle. Donc, ta question, c'est comment rapprocher ces deux C'est ça. mondes. Est-ce qu'il y a des critères communs entre ces deux mondes, le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'insertion socio-professionnelle, le monde social en général? Mais je pense qu'il y a des points communs dans les volontés, dans les motivations de chaque. Et je pense qu'il y aurait tout intérêt à rapprocher ces deux mondes. Euh, mais je pense que le problème, il est peut-être aussi peut-être en amont, quand je vois dans les CRI, enfin au service même pour l'ensemble des CRI, des profils des travailleurs, c'est comme le dit Altaï, c'est des assistants sociaux, c'est des éducs, c'est des gens qui ont étudié le droit, qui ont étudié les sciences humaines, qui sont vraiment dans les sciences humaines, et très peu qui ont étudié les sciences de gestion. Ouais, je pense que au CRI, moi, je suis le seul à avoir étudié ça. Et parallèlement, je pense que dans le monde d'entreprise, il y a très peu de connaissances du travail social. Donc, je pense que rien que dans la formation, il faudrait un peu réintégrer du social dans l'économique et de l'économique dans le social pour faire un peu le lien. Et je pense que depuis trop longtemps, ces deux mondes ont vécu un peu leur vie, se sont éloignés. Et maintenant, il faut un peu les rapprocher. Donc, je pense que l'éducation, en tout cas la formation en haute école, à l'université, doit mettre ça en avant. Et que ce serait quand même un moyen de se connaître un peu l'un l'autre, avoir une connaissance du travail de l'un et de l'autre. Donc, moi, je pense que ça, c'est un des points. Et puis, créer aussi pour casser ces cloisons, c'est créer des plateformes où on peut se rencontrer. Voilà, je sais bien que dans les entreprises, il y a beaucoup de break to biz, de petits déjeuners business. Nous, dans le secteur de l'associatif, on fait des plateformes, on se rencontre. Mais comment faire que ces deux mondes puissent se rencontrer à un moment ou à un autre? Parce qu'il n'y a rien à faire si je ne croise pas un entrepreneur, si je ne croise pas des gens du secteur privé, je ne vais pas connaître ces réalités, donc j'aurais du mal à orienter les personnes vers là. J'aurais du mal à connaître les besoins du secteur privé pour me dire, ben voilà, j'ai une personne qui peut correspondre, même si je croise plein de personnes dans mes permanences équivalences de diplôme qui ont des expériences, qui ont des qualifications énormes, même parfois plus que la majorité de la population belge, mais voilà, qui sont confrontés à un espèce de plafond de verre. Et donc, je pense que créer des plateformes où on peut se rencontrer avec beaucoup de bienveillance, quand nous, on va parfois rencontrer pendant des salons de l'emploi, on a été présenter l'apport de la diversité à des entreprises. On est vu comme des bisounours, quoi. On dit, bah ouais, ouais, c'est bien la diversité, ouais, non, c'est chouette, mais ça demande du travail.
mais justement, nous, on peut faire ce travail-là pour vous, parce qu'on est quand même aussi on est financé par le public, donc on a un service public aussi à destination des entreprises, donc il faut arriver à casser ça, à casser les mythes, les stéréotypes qu'on a les uns les autres. Hein. C'est pas comme le dit Altaï, c'est pas les méchants patrons et les gentils sociaux, on en a tous l'un envers l'autre. Et donc je pense que créer une plateforme où on peut se rencontrer entre non-marchands et marchands serait une des pistes en tout cas à Ouais. exploiter. Lara, toi qui as vécu un peu les deux mondes, pour toi, quels seraient les critères communs? Je dis vraiment critères communs. C'est des critères de jugement au final. Qu'est-ce qui fait que dans le monde de l'entrepreneuriat, une personne est valable, entreprendre, peut créer son emploi? Et est-ce qu'il y a des critères similaires dans le monde social qui peuvent encourager les travailleurs sociaux à pousser leurs bénéficiaires dans ce sens-là? Lara? Bah, j'espérais à trouver une réponse. Oui, je dis j'espérais une réponse à l'issue de ce débat, je t'avoue, parce que je n'en ai pas vraiment. J'ai l'impression qu'il faut qu'on arrive à capter quels sont les objectifs en fait des entrepreneurs eux-mêmes, qui eux sont dans une autre logique parce qu'ils doivent rentabiliser leur temps, etc. Donc comment arriver à capter leur attention et je ne sais pas si Altaï, toi tu dis que tu donnes déjà des formations en entreprise, ben, comment est-ce que tu arrives à légitimiser ton action et comment est-ce que tu fais pour qu'ils aient un intérêt là-dedans en fait, c'est la question que je me pose. Et du coup, j'en profite pour peut-être poser aussi une deuxième question à Carole, du coup, au Forum, parce que je crois qu'il faudrait aussi pouvoir, en effet, sensibiliser tous les agents, que ce soit au Forum, mais au CPS, etc., à l'entrepreneuriat pour qu'ils osent parler de l'entrepreneuriat aussi à leur public. Mais comme tu le disais, comment est-ce que des personnes elles-mêmes salariées arrivent à parler de l'entrepreneuriat? C'est compliqué. Donc voilà, est-ce que vous avez, vous, des pistes de réponse? Au niveau du forum, on a des agents dédicacés à ça. Le problème, c'est que justement, ils sont un peu seuls à naviguer. Et donc, pour moi, oui, il y a des possibilités. Maintenant, moi, je suis toujours pleine d'envie et j'aimerais créer toute une dynamique autour de la création d'activités. Je pense qu'on pourrait imaginer des événements virtuels, mais il faut que ce soit court. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en liste. On ne peut pas attendre de tous les agents que tous les agents montent sur le créneau et développent le même niveau de compétence. Sinon, ça va dévaluer aussi la présence des agents spécialisés. Mais je sais pas, on peut faire plein de choses, d'événements, des newsletters. Voilà, pour qu'ils puissent, en tout cas, je pense que, et ça c'est Thomas qui l'a dit tout à l'heure, on envoie vers ceux qu'on connaît. C'est systématique, c'est ce qu'on fait tous. On envoie le public vers les opérateurs, les acteurs que l'on connaît, que l'on voit, que l'on identifie. Je pense qu'attendre de tous les agents qui maîtrisent le sujet, c'est utopique, mais par contre, qu'ils puissent identifier des ressources vers lesquelles envoyer, ça, ce serait peut-être un réflexe qui serait un peu plus utilisé si jamais ils pouvaient identifier ces acteurs-là, les connaître. Hein. On est des humains, on a besoin d'apprendre. Alors, j'entendais de petit déjeuner tout à l'heure, ça m'a fait rire parce que dans un contexte comme celui que l'on vit aujourd'hui, on ne peut plus le créer, mais voilà, simplement être original dans la manière des podcasts, dans la manière de communiquer et entretenir la communication. Parce que faire un événement one-shot, c'est bien, ça va marquer sur le coup, mais ça va vite se perdre dans le flux d'informations qu'on reçoit au quotidien. Mais par contre, créer des petites choses, créer une plateforme en mettant du contenu régulièrement, utiliser tous les réseaux sociaux, voilà, ça, ce serait peut-être des choses voilà, à exploiter. Ouais. J'ai une question de Catherine, et du coup je te donne la parole Catherine pour pouvoir la poser. Ça parle de financement public, c'est ça? Oui, mais je ne connais pas tout à fait le projet Interreg auquel Didier faisait allusion, donc c'est une question peut-être un peu naïve, mais j'ai l'impression que sans financement public pour promouvoir ce type de connexion,
c'est vraiment compliqué. Et donc, n'est-ce pas aussi le rôle de l'État d'encourager ça et de financer l'économie sociale et solidaire pour créer des initiatives nouvelles et que ça fasse tâche d'huile? Est-ce que c'est financé par les pouvoirs publics, ce projet? Voilà. Oui, oui, les Interreg Meuserin sont financés par 50% par la zone régio, 40% par la région de chaque partenaire et 10% par chaque opérateur. Mais c'est vrai ce que tu soulignes, Catherine, ça relève de comment est-ce qu'on peut trouver des moyens supplémentaires pour accompagner les projets. Le crowdfunding, par exemple, même s'il peut être modeste, est quand même souvent une bonne approche pour pouvoir voir si un projet marque un intérêt, s'il peut être plus tard développé. On voit souvent dans certains projets crowdfunding, d'ailleurs, que la levée de fonds dépasse la demande initiale. Je sais qu'en région Wallonne, il y a un agrément d'économie sociale qui donne également, pour revenir avec ce thème-là, qui donne également accès à certaines facilités sur l'engagement, par exemple, de personnes en contrat article 60. Donc, il y a des dispositifs existants qui permettent de lever certains moyens. Alors, je donne la parole merci Didier, je donne la parole à David, c'est notre responsable partenariat chez Microstart. Oui, c'est juste pour bonjour à tous, c'est pour rebondir aussi sur la partie financement pour aussi compléter. En fait, il existe déjà sur la région Wallonne des appels à projets en économie sociale. Donc Microstart, par exemple, a répondu plusieurs années à cet appel à projet-là qui permet de financer des activités et l'accompagnement. Sur la région bruxelloise également, ils ont aussi des financements qui sont soit qui sont de manière générale sur l'accompagnement des entrepreneurs, mais aussi sur le public migrant. Et bientôt, il y aura une nouvelle enveloppe FSE+, donc qui est financement européen. Et donc là, c'est régionalisé. Et donc là, c'est encore en train d'être construit. Mais donc, du coup, si vous voulez que ce genre de projet soit financé, je vous invite à rentrer en contact avec les instances régionales, puisqu'ils sont seulement en train de construire le programme. Et donc, du coup, ils ont besoin d'informations du terrain. Donc nous, on a déjà participé à des work-cafés et tout ça pour justement qu'ils intègrent l'entrepreneuriat dans les thématiques de financement du FSE. Chose qu'il n'y avait pas dans l'enveloppe précédente. Il n'y avait que la Flandre qui avait intégré l'accompagnement des migrants pour l'entrepreneuriat, mais Bruxelles et la Wallonie ne l'avaient pas intégré dedans. Donc voilà. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Flandre, je ne sais pas si c'est très sage de ma part, mais je vais le faire quand même. Il y a une certaine, enfin, ce que je vois moi, de mon expérience en tant que conseiller, avec mon travail avec les indépendants tous les jours, je vois que le VDAB, par exemple, en Flandre, il y a beaucoup plus de facilité à encourager les gens à entreprendre, à créer des entreprises, etc. Et ça se répercute aussi sur le nombre de personnes qui entrent en contact, en tout cas avec Microstart. Est-ce que le forum pourrait faire la même chose? Est-ce qu'on pourrait se dire que peut-être cette année, par exemple, le forum va nous envoyer énormément de personnes qui ont juste besoin de conseils peut-être, parce que c'est comme ça qu'on peut diminuer le risque de l'entrepreneuriat. Les gens vont entreprendre peu importe les conditions. Quand on est vraiment fragilisé, qu'on ne trouve pas de travail, généralement, on va se diriger vers cette voie-ci par nécessité. On appelle ça c'est l'entrepreneuriat organique. Et par d'opportunité, on veut le faire. Mais du coup, il faut un accompagnement. Est-ce que le forum pourrait nous envoyer des personnes J'ai déjà d'une question plus précise parce que je ne peux pas m'engager au nom du forum, Oui, évidemment. non, c'est pas ce que je demande. J'aimerais pouvoir le faire. J'aimerais pouvoir vous dire que demain, autant de personnes vont passer votre porte. Voilà, je ne peux pas le faire. Mais tout dépend. On peut communiquer sur ce qui est proposé. On peut partager la plus-value. Maintenant, on a un devoir de neutralité par rapport à tous les opérateurs qui sont présents dans notre paysage. Et je pense que si on veut faire quelque chose, il faut le faire de manière collective avec tous les acteurs. Mais évidemment, on peut imaginer créer un événement pour augmenter la visibilité, pour augmenter la connaissance et inciter les agents à vous envoyer du public. Ouais.
Il y a On ne peut pas le Sally, faire pour une personne ou un opérateur c'est clair. de manière isolée. Évidemment, on est obligé de le faire de manière collective. Et tant mieux, parce que ça permet justement d'identifier tous les acteurs et de pouvoir en comprendre leurs spécificités pour mieux justement analyser le besoin de la personne et mieux l'orienter. Je donne la parole à Sally qui, oui. Ouais. Merci Carole. Mais complètement en fait, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais Hicham et David a complété sur le chat, c'est que effectivement on remarque qu'il y a une réelle différence dans l'accompagnement justement des personnes en situation de demande d'emploi qui veulent s'orienter vers l'autocréation d'activités. En Flandre et à Bruxelles, on se rend compte que voilà, ils travaillent vraiment en symbiose avec Microsoft notamment et avec d'autres structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi. Mais par contre, en Wallonie, on se rend compte que il y a effectivement ce gap, qu'il y a ce pont qui ne se fait pas, alors que ça fait depuis 2013 qu'on essaie justement de réduire ce fossé, mais qu'on n'y arrive pas. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place cette thématique et cette plateforme aujourd'hui. C'est pour essayer vraiment de comprendre les raisons structurelles qui font que ça marche mieux au nord et un peu moins bien au sud. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres éléments de réponse par rapport à tout ce qui a été dit justement jusqu'à présent, pour justement essayer de comprendre la situation et du coup essayer de la résorber, tout simplement. Carole, tu as levé la main. Voilà. Oui, j'apprends en même temps à utiliser les j'ai envie de dire, pourquoi ne pas poser la question directement aux agents à un moment donné? Ce que je disais tout à l'heure, c'est je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question parce que je ne suis pas confrontée au public. Je pense qu'il faut clairement, pour savoir comment travailler les bases, comment améliorer, quelles sont les pistes de travail qui vont s'ouvrir à la plateforme. Et j'espère que ça va donner lieu par la suite à un groupe de travail, on ne sait jamais. Leur poser la question, qu'est-ce qu'ils connaissent, qui est-ce qu'ils connaissent, dans quel cas ils orientent? Est-ce que quand c'est une personne qui est déjà positionnée ou est-ce que c'est dans une démarche d'orientation, soit vers un travail salarié, soit vers un travail, soit vers l'entrepreneuriat? Je pense qu'il faut vraiment, pour ouvrir les esprits, il faut vraiment ouvrir le champ des possibles et leur expliquer que ce n'est pas à eux de positionner la personne vers une démarche, mais qu'il y a des organismes comme vous qui sont spécialisés là-dedans et qui peuvent le faire. Et donc, je pense que ça pourrait éventuellement lever des freins. C'est une proposition. Du coup, j'aimerais juste compléter du coup cette proposition. Je pense qu'il y a c'est pas une méconnaissance là encore, c'est juste une incompréhension de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Directement, on pense à quelqu'un qui va investir de l'argent pour ouvrir un magasin, ouvrir une activité, alors que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est plus global, c'est une démarche, c'est un processus de longue durée, c'est une accumulation de formations, etc. On n'est pas obligé de lancer une activité pour se lancer dans un processus de formation à l'autocréation d'emploi. Je pense que c'est quelque chose qui aurait tout intérêt à être développé, parce que quand on suit des cours de gestion, quand on sait comment faire un business plan, quand on sait comment faire un plan financier, etc., ça peut nous aider à faire plusieurs choses. C'est pas uniquement que pour lancer une activité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou Honorine. Ouais, je partage cet avis-là. Mais je ne sais pas si pour mon intervention, je dois déjà passer à la présentation que nous avons préparée au sein de l'IRFAM, qui est une autocritique un peu de ces structures-là qui accompagnent à l'entrepreneuriat et de ce secteur qui accompagne à l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables et voilà. Donc, je vais déjà peut-être partager la présentation qu'on a préparée. Voilà.
Ok. Donc, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. D'accord. Donc voilà, donc comme je disais, c'est une joie pour nous de participer en tout cas à ce type de conférences, de débats, parce que ça permet véritablement de construire des liens entre la recherche. Donc moi, j'interviens en tant que dans le domaine de la recherche et alors des interventions pratiques qui finalement rendent possible l'application de nos observations scientifiques sur le terrain par des actions concrètes, sachant que c'est cela réellement notre but. Et donc, le travail que je vais vous présenter ici, c'est une autocritique, donc je l'ai déjà dit tantôt, du secteur de l'aide à la création des entreprises en Wallonie. Et donc, nous avons réalisé ce travail au sein de l'IRFAM, donc c'était en début d'année 2020, donc l'année dernière, sous la supervision et l'expertise d'Altei. Et voilà, donc de façon sommaire, donc j'essaye de... Voilà, de façon sommaire, en fait, je vais commencer par rappeler un petit peu les chiffres sur l'emploi, ainsi que les raisons qui ont motivé notre recherche, étant donné que le débat auquel nous sommes conviés aujourd'hui, il nous interpelle un peu sur le marché de l'emploi. Et donc après ça, on va voir les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de notre recherche, de même que la démarche que nous avons eue pour les atteindre. Et à la fin, je vais vous présenter les constats, les conclusions, les recommandations aussi qui ont été tirées à l'issue de ce travail. Donc voilà. Alors juste, Honorine, on est bloqué sur la première slide en fait. Ça, je ne sais pas pourquoi. Si tu descends avec des flèches peut-être. Avec des flèches, ouais. C'est bizarre. Attendez. Je vais arrêter un peu le partage. Je ne sais pas pourquoi ça. Bon, je pense que je vais faire le partage, mais sans les diapos. À mon avis, ce serait peut-être plus facile. Ou peut-être que tu dois le mettre en plein écran. Là, on voyait. Mettre la présentation en plein écran. Ouais. Voilà. Voilà. Est-ce que là, c'est en plein écran? Ok. Est-ce que tu vois comment le mettre du coup en plein écran? Donc, en dessous de ton écran, à droite, tu as des petits boutons. Donc là, avec ta souris, donc tu peux aller encore à droite. Là. Encore. Là. Ouais, là. Mais en fait, ça, c'est pour la diapo. Ouais, mais tu peux le faire. Et normalement, là, du coup, tu ne nous verras plus, mais nous, on verra l'entièreté de ton écran. Ok. Et là, est-ce que vous voyez les animations des slides ou pas? Non. Justement, c'est figé. Voilà, je vais donc faire directement juste avec le... Sinon... Juste sans les animations, parce que je pense que ce serait mieux. Si vous êtes d'accord, parce que là, à mon avis, c'est bloqué au niveau de... Enfin, à chaque fois que je passe à des slides, donc ça bloque directement le partage. Donc, je vais juste partager toute la fenêtre et alors changer les slides directement sur ma fenêtre. Voilà, donc pour reprendre, je pense que j'étais à ce niveau, donc au niveau du sommaire. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Voilà. Et donc, j'étais au niveau du contexte. Est-ce que là, vous voyez le slide sur le contexte? Yes. D'accord, super. Et donc, pour reprendre, en fait, j'expliquais que donc on a commencé ici à rappeler les chiffres. Et donc, il y a toute cette série d'observations-là, d'éléments factuels qui ont justifié en tout cas l'importance et l'utilité de mener ce travail. Et donc, c'était premièrement le taux d'emploi. Et ça rejoint d'ailleurs très bien le constat introductif qui a été posé au début de ce débat, à savoir que il y a des milliers de demandeurs d'emploi qui rencontrent des difficultés à accéder au marché du travail. Et c'est le cas des demandeurs d'emploi les plus fragilisés qui est encore plus interpellant. En réalité, selon les chiffres, en tout cas qui datent de fin 2018, début 2019, rien que la moitié des personnes migrantes
qui vivent dans notre pays, ici en Belgique, eh ben, ils sont à l'emploi rien que la moitié, et le cas des femmes est encore plus alarmant. Donc, les femmes migrantes hors Union européenne, ben, elles ont un taux d'emploi de 45%, tandis que le taux de chômage des personnes natives n'est que de 7%. Donc ici, la petite précision que je vais faire qui s'impose quand même, c'est que, comme je disais, ce sont des chiffres qui datent de la période avant Covid. Et comme vous le savez, la crise sanitaire a certainement chamboulé davantage cette réalité sans que des chiffres récents ne soient encore disponibles, même si la tendance actuelle démontre clairement des chiffres drastiquement à la baisse, comme vous le savez. Et donc, autre chose qui est important de relever ici, c'est qu'il s'agit du taux d'emploi le plus faible en comparaison avec les autres États membres de l'Union européenne, et que c'est aussi l'un des écarts les plus grands avec la moyenne européenne. Et d'ailleurs, face à ce chiffre-là, la Commission européenne, dans son dernier rapport aux États membres, a délivré un mauvais bulletin à la Belgique en l'invitant à doper un peu, entre guillemets, le taux d'emploi des immigrés. Mais donc, voilà. Mais à part en tout cas ce problème d'accès à l'emploi auquel ce public est confronté, donc ces personnes précarisées, il y a aussi la qualité de leur emploi qui est aussi en cause. Et on remarque ici que parmi le peu de personnes finalement qui ont accès à l'emploi, très peu réussissent tout de même à occuper. Ils occupent des emplois les plus précaires, qui sont davantage pénibles, les moins rémunérateurs finalement, et ils ont des longues périodes d'inactivité professionnelle. Pourtant, à côté de cette exclusion, on a des niches ethniques et de nombreux mouvements des immigrés vers l'auto-emploi. Et donc ça a été repris par quelques interventions ici au début du débat. Et ça reflète alors un fort potentiel entrepreneurial au sein de ces communautés des personnes étrangères hors Union européenne. Et donc ici, on fait face à un défi social, comme vous l'avez bien compris, qui est relativement important, pendant que l'économie solidaire, l'économie circulaire connaissent un regain d'intérêt de la part des entreprises, du monde académique, des acteurs sociétaux, des responsables politiques. Et donc, je suis ravie que Didier ait pu le relever ici pendant l'une de ses interventions. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de nombreuses études qui présentent ces filières comme des voies sérieuses qui peuvent relever les défis non seulement sociaux, mais aussi écologiques, de même que les défis du monde économique classique actuel auxquels les entreprises, au travers des entreprises en tout cas, qui peuvent en être créées. Et donc, voilà donc quelques-unes des raisons qui ont démontré en tout cas la nécessité de se pencher sur ce sujet et qui nous ont suscité la question de savoir quel accompagnement finalement est réservé à ce public au vu de tout ce qui précède et d'en faire une critique, une évaluation. Voilà, donc je suis passée au slide suivant. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Oui, on le voit, Honorine. D'accord. Et donc, l'objectif de notre recherche, ça a été premièrement d'identifier quelles étaient les initiatives d'aide à la création d'entreprises qui sont dédiées aux personnes migrantes. Deuxièmement, d'apprécier en quoi ces initiatives peuvent ou pas contribuer à une intégration sociale, durable et efficace, ainsi que à une participation économique des personnes migrantes, et enfin dénoncer des recommandations politiques qui seraient susceptibles alors de renforcer la place de ces entrepreneurs en Belgique. Donc, vous voyez, le but ici a été de faire une autocritique, comme je le disais déjà au début, de ce secteur de l'aide, de l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, c'est une appréciation constructive de l'efficacité de ces structures à l'entrepreneuriat pour les publics migrants, les publics précarisés dans la région wallonne qui a été alors notre zone géographique d'études. Et donc, quelle a été notre démarche? Comment est-ce que nous avons procédé pour cela? On a commencé par une approche théorique qui consistait à recenser un peu et à synthétiser tous les travaux scientifiques qui ont traité du sujet, même en partie. Et après ça, on a eu une démarche empirique qui était pratique, qui était sur le terrain,
Et là, nous nous sommes attelés à faire une cartographie. On a fait une cartographie de toutes les initiatives, qu'elles relèvent du secteur public ou du secteur privé. Donc, on a fait un récapitulatif des programmes d'aide à la création d'emplois au sein de la région wallonne. Donc, et là, on a essayé d'identifier toutes les structures d'accompagnement, tout public confondu, donc pas uniquement celles qui étaient dédiées au public précarisé, toutes ces structures qui existent en Wallonie. Et après cette identification, on a adressé un premier questionnaire à 76 structures d'aide et d'accompagnement qui étaient actives en Wallonie. Donc, je rappelle que Microstart, ici, a bien participé à notre étude. Les questionnaires ont été administrés en ligne. On a eu quelques interviews en présentiel au début, mais par la suite, on a dû tenir certaines interviews par téléphone à distance parce que cette étude a été menée en plein début de la crise sanitaire qui malheureusement sévit encore aujourd'hui. Et donc, ce qui nous importait dans cette démarche, par cet outil qui était le questionnaire, c'était d'apprécier la présence des personnes migrantes dans les initiatives d'aide à la création d'emplois en Wallonie. Et donc, les questions que nous avions posées dans le questionnaire, pendant les interviews, étaient principalement orientées autour de cela. Donc, on a conçu un second questionnaire qui, cette fois-là, avait été adressé aux entrepreneurs qui étaient déjà actifs en Wallonie. Et l'objectif majeur ici portait sur leur expérience à eux en termes d'accompagnement pour leur auto-emploi et comment est-ce qu'ils pensent qu'on pourrait idéalement améliorer la politique et l'offre wallonne en matière d'aide à l'entrepreneuriat. Donc, voilà quelle a été notre méthode, nos outils pour cette enquête. Et maintenant, on peut passer au constat. Voilà ce qu'on a pu retenir de cette démarche. Premièrement, au regard de la littérature, les éléments en tout cas qui revenaient de façon prépondérante portaient sur le faible taux de réussite des entrepreneurs migrants comparativement à celui des natifs. Donc, d'une part, une grande majorité d'auteurs démontrent l'utilité d'une aide qui soit spécifique aux migrants créateurs d'entreprises. Et alors, au niveau des enquêtes, le premier constat, voilà, le premier constat, donc ça c'était au niveau des enquêtes, voilà. Donc, le premier constat qui était lié à la littérature et qui concerne le faible taux de réussite des entrepreneurs a été largement confirmé par les données de notre enquête et puis les réponses que nous avons collectées par le biais des questionnaires adressés aux structures, elles ont démontré que seulement un quart des entrepreneurs qui ont été accompagnés les 5 dernières années, ils étaient des personnes d'origine étrangère. Donc, rien que 25% des personnes accompagnées par les structures étaient des publics migrants, des publics précarisés. Par ailleurs, ce qui nous paraît en tout cas important de relever ici, c'est que nous avons dû noter de la part d'une grande partie des structures une certaine réticence ou je dirais une forte abstention finalement parce qu'elles ne percevaient pas tout de suite la légitimité de s'interroger sur leur traitement ou du moins leur prise en compte des personnes étrangères. Et elles semblaient saisir nos questions un peu comme un check-up de leur impartialité pour voir un peu jusqu'où leur accompagnement est customisé, entre guillemets. Et alors, certaines structures ont donné l'impression de se sentir vérifiées par rapport à leur capacité ou pas à ne pas discriminer, justement, étant donné que nous avons eu des réponses, comme par exemple, je cite, chez nous, chaque participant est accueilli en tant qu'entrepreneur, indépendamment de ses caractéristiques personnelles. Fin de citation. Et donc, vous voyez ici, on a dû faire face à un sujet, créer un petit peu dans le sujet, parce que selon la compréhension de certaines structures, d'un côté, on parle d'intégration et d'égalité de chance, et d'un autre côté, on parle de spécificité de traitement et de démarches différenciées. Or, pour nous, il nous semble qu'il s'agit d'une problématique bien précise qui doit être suffisamment personnalisée finalement. Et donc, cette réaction de la part de certaines structures serait alors aussi un indicateur probant
de la faible conscience, et ça a été repris par quelques interventions ici, sur l'écart finalement qui existe sur le marché de l'emploi entre les différents publics, les publics natifs, les publics précarisés, et ici en l'occurrence, pour le cas de notre recherche, les publics migrants, les personnes étrangères hors Union européenne. Donc voilà un peu pour l'essentiel de ce qui a pu ressortir en tout cas de nos enquêtes auprès des structures d'accompagnement. Et maintenant, ce qui concerne, donc je vais revenir sur ce slide-ci. Voilà, en ce qui concerne en tout cas les enquêtes menées auprès des entrepreneurs migrants. Et donc, il y a 75% d'entre eux, donc 3/4 selon notre échantillon, qui ont déclaré n'avoir bénéficié d'aucun accompagnement. C'est quand même un chiffre assez important. Ils ont déclaré n'avoir bénéficié d'aucune aide, d'aucune facilité. Et donc, la même proportion dit ne pas connaître de structure de soutien dédiée à l'entrepreneuriat. Donc, ils ont mis vraiment l'accent sur la connaissance, sur la communication, ce qui rejoint aussi l'intervention de Lara, je pense. Il y a quelques interventions qui ont mis aussi le point sur le fait de connaître ce qui se passe, de savoir ce qui existe en termes de structure, en termes d'aide, etc. Et donc, selon notre échantillon, les entrepreneurs migrants ont bien mis le point là-dessus, sur leur non-connaissance de ce qui existe. Et enfin, notre enquête a pu révéler qu'un projet seulement sur 10, donc 10% des projets accompagnés, portait sur l'économie circulaire, l'économie solidaire. Et pour ce qui est des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, eh bien, nos interlocuteurs ont signalé une présence marginale de projets orientés vers cette branche. Donc, il s'agit là de constats assez interpellants, finalement, qui laissent quand même transparaître plusieurs éléments, voilà, qui font l'objet de nos conclusions. Et d'abord, c'est le fait que malgré les efforts significatifs qui sont déjà consentis par certains acteurs, tels que MicroStart, et je pense que c'est bien le cas de le dire ici, et aussi Intera, qui démarre aussi dans ce domaine-là. Donc, malgré en tout cas la présence de ces acteurs et leurs efforts sur le terrain, l'incidence est encore finalement faible de toutes les structures d'accompagnement prises de manière générale, de manière globale, les structures d'aide à l'entrepreneuriat sur les personnes précarisées d'un point de vue moyen, comme je disais. Pourtant, ces personnes détiennent non seulement un engouement pour l'auto-emploi, un petit peu comme Altaï le disait, un petit peu par nécessité. Et nous l'avons vu aussi avec des niches ethniques, et on a dû... Et voilà, cet engouement vient aussi de leur passé migratoire qui les dote pour la plupart, d'une certaine combativité, d'une aisance pour le risque, etc. Mais aussi, ce public détient un réel potentiel entrepreneurial en termes de savoir-faire, en termes de compétences, etc. Et donc, en dehors de ça, nos résultats interpellent sur l'absence, ou tout au moins la faible orientation des entrepreneurs. Cette fois-là, tout public confondu, qu'ils soient natifs, qu'ils soient des publics précarisés ou pas, on constate une faible orientation des entrepreneurs vers des publics porteurs tels que l'économie circulaire, l'économie sociale, l'économie numérique, bien que ces domaines fassent l'objet d'un essor spectaculaire dans le monde, et étant donné les entreprises qui pourraient ainsi en être créées. Et donc, enfin, on remarque que le besoin d'accompagnement est fortement présent en matière financière, et davantage compte tenu de la crise actuelle liée au coronavirus. Et donc, ça, c'était l'essentiel, en tout cas, des conclusions que nous avons pu tirer et qui nous ont permis d'énoncer des recommandations. Et donc, c'est par là que je vais terminer, sans abuser du temps, bien sûr. Et donc, la première recommandation que nous avons faite vise à pallier aux problèmes d'information. Donc, ça a été dit déjà par plusieurs interventions, donc celle de Lara, de Carole, etc. L'information sur ce qui existe en matière de structure, d'aide à la création d'entreprises. Et donc ici,
l'idée, c'est de passer le message dans les associations communautaires, dans les médias, dans les canaux à destination des personnes migrantes pour faire connaître ces structures, pour faire connaître les programmes qui existent, les moyens d'accompagnement qui existent pour eux et qu'ils soient accessibles. Et donc, la deuxième recommandation porte sur la spécificité de l'offre d'accompagnement en rapport avec les publics précarisés. L'idée ici, c'est d'apporter des outils adaptés, des dispositifs personnalisés, un petit peu sur mesure à ce public-là en termes linguistiques, en termes de formation, en termes de coaching, de représentativité, etc. Et alors, une dernière recommandation portait sur l'interculturalité. Et ça, c'est un petit peu ce que fait Intera, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs par une autre présentation. Et le but ici, c'est d'encourager justement et de multiplier des initiatives d'interaction entre les publics migrants et les publics natifs pour alors promouvoir des dynamiques d'intégration de manière à ce que ce ne soit pas seulement dans un seul sens, mais que des efforts soient faits de façon équilibrée. Et alors, ça permettrait forcément de renforcer, je dirais de diversifier même et de mixer les réseaux d'entrepreneurs. Donc, qui n'est pas seulement des entrepreneurs, qui est un portefeuille, un réseau en tout cas de clientèle qui soit homogène, mais qui est vraiment cette hétérogénéité-là, cette mixité. Et aussi, cette interculturalité pourra permettre de faciliter finalement l'apprentissage au paysage administratif. Donc, ça a été mentionné tout à l'heure par Carole, qui parlait un petit peu des difficultés dans les démarches administratives, donc le fonctionnement administratif pour quelqu'un qui débarque en Belgique et qui veut s'installer, qui veut démarrer dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas toujours évident de s'acclimater tout de suite à la paperasse, surtout quand c'est encore dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, avec laquelle on n'est pas tout à fait familier. Et donc, voilà, ici, le but, c'est vraiment de promouvoir ces mécanismes de socialisation et d'échange de pratiques et d'expériences, etc. Donc, voilà les recommandations, donc l'essentiel des recommandations que nous avons pu faire à l'issue de notre travail et la critique que nous avons finalement pu avoir de tout ce secteur de manière générale avec des conclusions, etc. Et donc, voilà, je ne sais pas si j'ai été trop longue ou si Non, je vais arrêter déjà le partage. Non, merci Honorine, c'était parfait. Oui. Je vais directement passer la parole à Carole parce que je voyais elle était très intéressée par ce que tu disais. Oui. Est-ce que tu as un commentaire, Carole, par rapport à ce qui a été dit? Mais non, mais je trouve que c'est super bien présenté. Franchement, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça donne beaucoup de perspectives. Je pense que le travail est fait. Il y a eu tout un travail de collationnement du paysage autour de la création d'activités et que ce serait bien de s'en servir. Il me semble que voilà, j'allais proposer de le faire ensemble. Ça a été fait, c'est très bien. Les constats sont clairs et je rebondis. C'est ce qu'on dit depuis le début. Il y a vraiment deux pistes à exploiter. La première, c'est l'information de manière générale sur l'autocréation. Et la deuxième, pouvoir faciliter l'autocréation pour le public qui est fragilisé, tout en gardant à l'esprit, comme le disiez tout à l'heure, que il ne faut pas créer un mirage non plus, il ne faut pas faire penser que c'est pour tout le monde, il faut vraiment garder ça en vigilance, mais ça n'empêche pas la communication autour du sujet et d'aborder les choses comme une piste exploitable pour ces personnes fragilisées. Et donc voilà, moi je trouve ça top ce qui vient d'être présenté. C'était très intéressant, très bien dit. Mais voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, c'est un grand mot, mais donner les clés pour permettre aux personnes maintenant qui sont chargées d'orientation, donner les codes pour pouvoir filtrer et mieux orienter. Tout en travaillant sur le côté à l'exploitation, justement faire des liens. On parlait de triangularité tout à l'heure, j'ai pris plein de notes parce que il faut permettre la transition de ces personnes et donc voilà, ce sont toutes des pistes qui sont intéressantes et que je vais appuyer en tout cas au sein du forum. Thomas, est-ce
Est-ce que tu aurais par exemple des propositions d'outils ou ne serait-ce qu'au niveau de la forme, quels seraient les outils les mieux adaptés pour les travailleurs du milieu social, pour mieux comprendre du coup l'autre monde et essayer déjà d'aborder cette question du risque qui est légitime au final. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faut former les travailleurs. Je pense que si MicroStart viendrait former les travailleurs, rien que le fait de pouvoir identifier c'est quoi un entrepreneur, de reconnaître quand il y a une potentialité de quelqu'un qui pourra entreprendre, et de dire, bon, OK, je l'ai identifié, je vais pas faire le travail, mais je peux l'orienter en tout cas vers qui de droit, vers qui saura en faire quelque chose. Je pense que déjà, ça, c'est une piste pour nous, en tout cas, on doit faire notre autocritique, de se dire, bon, OK, si je vois une personne, je sens qu'elle a des capacités, elle a une envie, c'est dans son projet, ben, vers qui je dois l'orienter. Donc, je pense que ça, déjà, rien que ça, ce serait intéressant pour créer des ponts, parce que je pense que justement, MicroStart ont intérêt, vous êtes vraiment entre le non-marchand et le marchand, et c'est vous un peu le trait d'union qui peut être fait. Euh, et je crois que le Cervi, même avec le nouvel appel à projet FSE, on essaie aussi de faire ça, d'être un peu un assemblier, comme Altaï le dit, parce que c'est avec Altaï qu'on construit ça, de voir comment nous, en tant que CRI, on peut aussi euh, créer une plateforme, en tout cas connecter un peu toutes les personnes ensemble, parce que c'est aussi notre rôle vraiment. Donc, comme Honorine le disait, de faire du coaching, de faire du FLE, voire du FLE métier, vraiment du FLE adapté, de l'apprentissage du français spécifique. Euh, Moi, mon rêve, et je pense que Altaï le partage, c'est que ce cours de français soit fait en entreprise directement. Mais voilà, tout ça, après, Et aussi, moi, j'avais noté dans un des enjeux, c'est que, comme tu le disais, Hicham, l'entrepreneuriat, c'est un processus, ça prend du temps. Donc, dans le secteur marchand, le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut voir comment est-ce que ces personnes demandeuses d'emploi peuvent garder leurs droits, par exemple, au chômage, de dire, OK, je vais prendre le temps, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, de réfléchir, de lancer mon activité, parce que avant que l'activité lancée, le premier euro qu'on va avoir en poche, il y a vraiment un gap. Donc, il faut aussi cette sécurité économique pour les personnes. Et je pense aussi pour les entreprises, si elles veulent partager, ça leur prend du temps. Et à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas se permettre de dire je vais libérer une demi-journée sans retour économique. Donc il y a ça. Et faciliter aussi l'accès aux aides. Je pense que moi, voilà, j'ai parlé pour notre public qui est un public migrant, devoir compléter des formulaires en français, de pouvoir les maîtriser, c'est vite décourageant. Et je pense que c'est un exemple. Je pense qu'à Liège, il y avait toutes les aides pour les investissements énergétiques. Ben, la région Wallonne, finalement, n'avait pas dépensé toute son enveloppe parce que c'est tellement compliqué que les gens ne le faisaient pas. Donc, je pense qu'il faut faciliter, et ça, c'est un rôle, en tout cas, des pouvoirs publics de pouvoir soutenir, je pense, en tout cas, ça. Et un autre, pour moi, élément, mais là, c'est encore une fois plus systémique, c'est de limiter vraiment la disqualification des diplômes et des compétences des personnes. Moi, quand je reçois les personnes en équivalence de diplôme, ou des gens qui ont des masters, on va leur donner un bachelier, mais de manière générique, ou des gens qui ont, voilà, le cas typique, c'est des personnes qui ont un diplôme d'État, que ce soit au Congo, au Burundi, au Rwanda, ben, quand on fait leur équivalence, ils ont l'équivalence d'une quatrième secondaire. Alors que, et donc je pense qu'il y a tout ça, il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Donc le fait de pouvoir identifier les personnes et les orienter, ça c'est notre introspection à nous qu'on doit faire et qu'on doit créer. Après, il y a des mécanismes plus systémiques ou qui sont plus de l'ordre des politiques publiques. Mais c'est aussi notre rôle en tant que CRI d'aller alerter, d'aller le dire, d'aller sensibiliser à ça. Donc voilà, je pense qu'il y a deux champs. Il y a vraiment sur le terrain, on peut entre nous mieux se connaître, mieux échanger, mieux orienter et qu'il y ait plus de vraiment euh, accélérer le processus et le parcours, en tout cas, de ces personnes-là en Belgique. Merci Thomas. Sally, tu veux dire quelque chose? Sally? Ouais, ouais, du coup, pour compléter ce que tu dis, ce que tu disais à Thomas, et pour quand même donner quelques pistes positives à tout ça, il y a quand même des choses qui se passent. Il y a quand même des sécurités, entre guillemets, pour justement permettre à ce public qui est déjà fragilisé, qui est déjà paupérisé à la base, de ne pas tomber dans une problématique de surendettement, par exemple. Pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a quand même la mesure tremplin qui est mise en place par rapport au CPS. Nous, on a une convention avec eux qui leur permet en fait de tester leur activité pendant 3 mois, par exemple,
tout en conservant leur revenu d'intégration. Et en fait, ces 3 mois peuvent être renouvelés une deuxième fois si on se rend compte que bah, voilà, il faut un peu plus de temps pour que l'activité commence à générer des revenus, qu'elle commence à devenir rentable. Donc il y a quand même des filets de sécurité qui sont mis en place. Et heureusement, enfin, les choses bougent. Évidemment, elles bougent un peu. Elles bougent pas aussi vite qu'on le voudrait, mais elles bougent et c'est positif, quoi. Donc voilà. J'aimerais donner la parole à Didier, peut-être pour un petit commentaire sur les manières, les méthodes d'accompagnement qu'on pourrait privilégier pour justement ne pas tomber dans ce que tu appelais tout à l'heure, l'auto-exploitation, dans le mirage, pour ne pas vendre du rêve à des personnes déjà fragilisées. Ton micro, peut-être, oui. Mais il me semblait, il y a peut-être un point qu'on n'a pas suffisamment exploré et qui mériterait, ou alors qui était implicite dans les échanges. Mais et ça, c'est peut-être notre sensibilité plus d'éducation permanente dans les logiques de co-construction des savoirs et des pratiques. Mais c'est d'interroger les représentations initiales que la personne migrante, puisque je parle ici du point de vue du monde des possibles, mais que la personne migrante a de l'entrepreneuriat et d'un projet d'insertion. Il me semble fondamental de questionner cela. Et a fortiori, je vous parle d'une expérience qu'on a vécue ici. Et on a un projet d'économie sociale orienté vers l'interprétariat en milieu social. Donc, il y a une équipe là d'une quinzaine d'interprètes. Et a priori, les travailleurs sociaux que nous sommes, nous pensions qu'il était intéressant de voir avec eux, peut-être à créer une coopérative, à réfléchir ensemble au modèle économique, à la logique tarifaire. Et force est de constater depuis 3 ans que même si le volume d'activité des interprètes a plus que triplé, donc ils répondent réellement à un vrai besoin social, mais le passage à une coopérative aujourd'hui ou à une entité autonome dans ce collectif ne répond pas à un besoin. Et pour plusieurs raisons, dont celle dont Thomas a parlé, à savoir que même si ça correspond à un besoin, le fait que certains droits aux allocations ne sont pas individualisés, donc là c'est plutôt un problème structurel, les personnes préfèrent rester en statut de bénévole, maximum 1 400 € par an, et préfèrent ne pas trop s'engager plus loin dans les logiques de rémunération, parce qu'à titre personnel, ça leur serait préjudiciel. Donc, pour répondre à ta question, Hicham, pour moi, il y a vraiment une démarche spécifique sur comment l'écart ou le gap qu'il pourrait y avoir entre la représentation du travailleur social sur ce que c'est que l'insertion, l'autocréation, et la manière dont la personne migrante interroge et questionne ce projet. Là, il y a quelque chose vraiment à explorer, parce que c'est souvent un travailleur social qui a une meilleure compréhension des codes, qui a la maîtrise des mécanismes institutionnels, structurels, et donc là, il risque comme on dit, traduire, c'est trahir, quoi. Il risque de mal traduire les intentions de la personne et de pouvoir peut-être alors faire des gaffes au niveau de l'accompagnement. Nous, on estime, par exemple, rétrospectivement ici au Monde des Possibles, que avoir présenté le projet de création d'une coopérative, a priori, ce n'était pas judicieux. On aurait dû repenser l'entrepreneuriat avec d'autres entrées que celle-là, parce que ça ne correspondait pas à la réalité de ce groupe. Je parle du groupe que nous avons accompagné. Et ça, c'est vraiment une question fondamentale. Une autre question qui me semble intéressante, c'est, on en a parlé aussi, c'est la question du territoire de l'action. Moi, je vous parle d'une initiative locale d'intégration à Liège, agréée, etc., donc dans une logique institutionnelle particulière. Quel est le territoire de l'action pour la personne migrante? Comment est-ce qu'elle se pense de manière transchant, comme je disais là tout à l'heure, Quels sont ses réseaux? Comment utiliser les logiques de diaspora existantes? Et donc, ça veut dire se décentrer de cette logique institutionnelle qui peut peut-être se prévaloir
d'une certaine prétention à pouvoir accompagner, alors qu'il existe déjà de manière informelle énormément de choses intéressantes, voir comment s'en inspirer. Donc, Ouais. pour moi, c'est la question du territoire qui est très importante aussi. Oui. Thomas, et puis après, j'ai commenté ce que vient de dire Didier. Ouais, moi, je voulais juste rebondir et une chose qu'on doit faire aussi attention en tant que travailleurs sociaux, c'est de pas, si on veut orienter les personnes migrantes, en tout cas en ce qui nous concerne, vers l'autocréation d'emploi, c'est de pas partir de leur spécificité culturelle ou ethnique pour créer leur emploi. Je veux dire par là, c'est pas parce que on est une personne migrante qu'on doit les pousser à créer un snack ou créer un salon de coiffure ou faire l'interprétariat. Même si c'est très bien, je pense qu'il y en a qui le font, qui ont envie de le faire. Mais je pense que parfois c'est aussi un défaut qu'on a, c'est qu'on va les orienter vers là sans penser que peut-être la personne a envie de créer sa boîte de communication, a envie d'être consultant en entreprise ou autre. Et donc ça, je pense que c'est peut-être voilà, un défaut qu'on a, c'est de trop les voir par le prisme de leurs différences, leurs spécificités culturelles et ethniques, en se disant, bah non, c'est des personnes qui ont plein d'autres sources qui sont, j'ai envie de dire, internationales, qui peuvent servir. Donc ça, je crois que c'est aussi à nous aussi de faire attention à ça, de pas la regarder qu'avec cette lunette-là. Oui. Lara, je sais que tu as levé la main aussi tout à l'heure. Lara? Peut-être ton micro. Le micro est coupé. Bon, tu bugs un peu. On va peut-être passer du coup à Altaï en attendant que Ouais. Lara revienne. Oui. Oui, donc je vais devoir vous quitter pour aller chercher mon enfant à la maternelle dans quelques instants. Alors, je vous donne une petite conclusion de ce que j'ai entendu pour ma part. C'est une rencontre très, très riche et innovante. Je pense qu'il faudrait répéter ça, parce qu'on n'est pas très nombreux finalement. C'est que la question qui a été posée par Hicham, c'était quels sont les points communs entre les entreprises et les intervenants dans le social. Je crois il y en a beaucoup, hein, mais un des points communs est macroéconomique. C'est quelque chose qui nous loue tous en tant que sociétaires. Et donc, autrement dit, c'est une question politique. Il faut d'abord travailler les politiques sur ce lien important entre le social et parce que les politiques aussi travaillent dans des silos. C'est ma compétence, c'est pas la mienne, gna gna. Ça nous tue franchement. Il faut dépasser ça. Il faut éduquer nos politiques. C'est ce qu'on essaie de faire aussi. C'est pas évident. Et là, quel est ce lien macroéconomique? C'est que si les gens sont plus facilement insérés, ça coûte moins cher à tout le monde. Et à commencer aux entreprises qui pleurent pour que le coût du travail soit diminué. Et en plus, ça donne des nouvelles supply chain de ressources humaines. Et toute entreprise a intérêt à avoir des gens fiables sous la main. Même si on est dans des trucs intérim, travail atypique, etc. Mais finalement, avoir des travailleurs fiables sous la main et travailler en confiance les uns avec les autres est quand même beaucoup plus important pour l'économie. Et l'histoire de l'économie en est notre témoin. Beaucoup d'études montrent que sur ce facteur de confiance est finalement quelque chose qui est extrêmement important pour la production de richesse. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que les spécialistes de l'interculturel, c'est nous. C'est les gens qui sont sur cul. C'est à nous de faire ce travail. On ne va pas s'attendre à ce que l'entreprise fasse ce travail. On va perdre beaucoup de temps sinon. Donc, c'est nous les spécialistes de l'interculturel, donc sociétal, pas seulement entre les Gabonais et les Belges. Hein. Donc, on doit donc apprendre la langue des entreprises. On doit parler la langue des entreprises. Ça ne veut pas dire qu'on doit vendre notre âme au diable. Ça ne veut pas dire qu'on va s'assimiler, on va changer culturellement. Le Gabonais qui vient ici vivre avec les Belges, il n'est pas moins Gabonais. Donc, rassurez-vous, tout ce qu'on raconte sur les immigrants, il faut les appliquer à nous-mêmes. Et on doit devenir un peu plus méchant marchand pour travailler avec eux, ce qui ne veut pas dire qu'on va changer fondamentalement. Troisième chose, donc il y a pas que la langue, il y a la temporalité. On a vu le petit déjeuner d'entreprise, machin chouette. C'est l'utilisation de réseaux électroniques. Il n'y a pas que Facebook, il y a LinkedIn. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait, quoi. 3, c'est la création d'activités par les gens, paupérisés, exclus socialement. C'est tout à fait un travail d'éducation permanente.
Parce que c'est quoi, après tout? C'est donner la force aux gens d'agir sur leur environnement. C'est augmenter leur pouvoir d'agir. Je parle sur ce cul-là. C'est augmenter leur pouvoir d'agir. C'est rien d'autre. C'est aussi augmenter leur estime d'eux-mêmes. C'est de l'éducation permanente. C'est rien d'autre. Donc là aussi, il faudrait, parce qu'on a un inspecteur qui nous fait un peu chier par rapport à ça, travailler avec des gens qui créent des entreprises, c'est de l'éducation permanente. Il faut aussi travailler nos politiques à ce niveau-là. Enfin, j'arrive à des choses plus concrètes. Je considère que MicroStart, Duo for a Job, Integra, et puis une foule d'autres structures sont pour moi des incarnations nouvelles du travail social 2.0. On va vers ça. On va être mangé par ça, nos socioculturels. Il va falloir qu'on réinvente notre métier, en fait. Avec la technicité, avec l'électronique, avec les liens avec les entreprises, etc., avec un nouveau langage. Et cette nouvelle structure jeune nous montre cela, en fait. On doit aller vers ça. Et il y a des nouveaux modes de financement aussi, on en parlait tout à l'heure. À Bruxelles, par exemple, Actiris travaille beaucoup avec notamment l'entreprise CAIS qui va aller chercher de l'argent dans des entreprises privées et qui va les investir dans le social et il y a un retour parce que si les gens sont insérés, l'État bruxellois paye moins moins pour ces gens-là et donc ils font des bénéfices et donc là ils le partagent avec les entreprises à ce moment-là puisque les gens ont été insérés, mais c'est bien pour tout le monde. C'est pas un objectif de garder les gens dans l'insertion, quoi. Hein. L'insertion, ça doit être fini un jour avec un emploi ou une entreprise, quoi. Donc et c'est ça je crois que c'est ça qui nous apprend les structures 2.0, c'est que le travail social est voué à disparaître. Sinon, le travail social se mord la queue. Et c'est ça qu'on a vraiment conceptualisé dans nos modes de fonctionnement et c'est ça sortir de sa zone de confort. C'est ça très, très douloureux en fait. Et enfin, je termine par ça. Je crois qu'il faut aussi travailler nos réseaux privés. C'est vrai que peut-être qu'on ne vit pas en couple en tant que socio-cul avec des gens qui sont dans le méchant marchand, mais on a autour de nous peut-être un père, un oncle, un cousin, un voisin, un ami avec qui on joue au football ou au hockey, peu importe, qui est dans cette posture de méchant marchand, mais qui nous aime bien parce qu'on est son ami. Eh bien, il ne faut pas rechigner là-dessus. C'est avec eux qu'il faut travailler. Regardez comment ça se passe dans les entreprises. C'est l'informel qui est là. C'est la force des réseaux faibles qui a été démontrée aussi par la recherche sociologique. On doit jouer sur la force de nos réseaux faibles et créer autour de nous un bouclier d'entreprise bienveillante. Je termine par cette expérience. Je suis intervenu en Suisse, enfin je travaille dans différents pays, auprès notamment d'un home pour personnes avec maladie mentale, de jeunes. Et l'État suisse a décidé de leur couper les vivres parce qu'ils s'estimaient, ils n'ont pas toujours tort, que considérer les gens comme des malades tout le temps fait qu'ils entrent dans l'assistanat et n'en sortent plus jamais. Et donc, ils ont décidé de passer à un travail social 2.0. Et cette directrice de centre d'accueil pour jeunes malades mentaux était tout à fait paniquée quand je l'ai rencontrée. Elle disait, qu'est-ce que je vais faire? Elle voulait faire une campagne de presse, etc., pour jeter le propre sur le gouvernement qui avait pris cette décision. Je lui ai expliqué comment je pensais par rapport à l'assistanat. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas organiser quelque chose? Et effectivement, elle a travaillé. Aujourd'hui, elle a comme ça une douzaine d'entreprises, petites entreprises locales, en zone rurale en plus, des laiteries, des choses comme ça. On est vite dans le rural en Suisse. Et elle est très contente aujourd'hui avec ses amis entrepreneurs qui prennent des stagiaires en fait et qui eux aussi sont très contents parce qu'ils redécouvrent une autre façon de faire leur métier. Donc, pour ne pas la faire longue, il faut qu'on aille vers ce genre de success stories. Vous voyez, je parle d'entreprise là. Il faut aller vers ce genre de success stories et il faut les faire voir vraiment par les médias pour que beaucoup d'autres personnes comprennent comme ça beaucoup plus que 17 aujourd'hui. Voilà. Oui, dernière chose aussi, le public. L'entreprise publique aussi est une entreprise. Et malheureusement, les entreprises publiques engagent très peu de migrants. Enfin, là, je reparle un petit peu pour notre chapelle. Et le public, ce n'est pas que les entreprises publiques, c'est aussi les parastataux. Les parastataux, c'est beaucoup d'emplois. Vous voyez, Net6, tout ça, vous, Reza, on en parle beaucoup gentiment de ces entreprises. C'est beaucoup d'emplois. Certains partent, mais les entreprises restent, heureusement. Il y a le service quand même qui est là. Et il faut travailler avec aussi les parastataux. Et il faut leur rappeler le rôle d'insertion. Et que, entre le néolibéralisme et le keynésianisme, il y a des intermédiaires qu'on peut réinventer en fait et leur dire qu'ils ont
et ils doivent travailler aussi avec des entreprises, des jeunes entreprises que créent, par exemple, des gens, des exclus, etc. Enfin, il n'y a pas qu'employer les gens, il y a aussi des partenariats, etc. Voilà, donc on prépare un papier là-dessus, comment les entreprises peuvent participer à l'insertion. Et ça va sortir incessamment sous peu, on en parlera à l'occasion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Altaïr. Belle fin de réunion. Au revoir. Merci beaucoup, Altaïr. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je passe directement la parole à Lara, maintenant que tu es là. Tu avais un petit commentaire à... Oui, et mon micro marche. Désolée, j'étais interdite de parole. Oui, en effet, très dur à placer après l'intervention d'Altaïr, qui était super intéressante et qui est, selon moi, une très bonne conclusion, en fait. Parce que mon intervention, c'était par rapport à ce que Thomas disait bien avant. Comment reconnaître, en fait, le potentiel entrepreneur des personnes. Que pour ça, Intera est très bon outil dans le sens les personnes viennent vers nous avec une idée de faire quelque chose. Et c'est pas simplement quelqu'un qu'on veut dire, enfin, qu'on veut faire ouvrir un snack, etc. Non, c'est vraiment ce qu'est-ce qu'elle place et on les aide à développer l'atelier. Et je pense que c'est très utile dans le sens où voilà, elle va devoir mettre en pratique quelque chose et du coup se confronter aussi à un public belge et donc mieux connaître le réseau et le terrain liégeois en tout cas pour tester son activité, quoi. Et donc, vous n'hésitez pas, vous, du coup, en tant qu'acteur de terrain aussi, via l'écrit, à nous renvoyer des personnes quand vous voyez qu'elles ont un intérêt, du coup, entrepreneurial, quoi. Et j'avais aussi une petite question pour Sally, parce qu'en effet, nous, on a beaucoup de personnes qui aimeraient se lancer, mais qui n'osent pas parce qu'ils ont des problèmes financiers, ou en tout cas qui ont peur de perdre cette sécurité financière. Et je me demandais pourquoi est-ce que le CPAS n'est pas aussi autour de la table aujourd'hui. Est-ce que vous avez essayé de les solliciter? Alors, le CPS, c'est toujours un peu compliqué, en fait. Donc là, en gros, la convention qui est mise en place entre Microstart et CPS de Liège, elle a été mise en place bien avant que je reprenne la gestion de l'agence. Et donc, du coup, c'est un papier que j'ai signé sans même voir la personne qui est en face de moi, que j'ai essayé de rencontrer depuis presque 2 ans maintenant et que je n'ai toujours pas rencontré. Donc là, j'ai un autre contact avec le CPS de Verviers, donc grâce à Thomas. Eux, par contre, m'ont répondu que ça tombait mal, en fait. Donc voilà, mais à mon avis, je vais les rencontrer bientôt. Mais on essaye, en tout cas, toujours de travailler avec eux. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a vraiment je pense, un devoir d'information qu'on doit mettre en place, ça c'est clair et net. On l'a assez répété en plus durant l'intervention ici. Et je pense aussi qu'il y a un changement de mentalité qui doit être fait autant de notre côté que de ce côté-là. Et donc du coup, oui, on est complètement prêt à bosser avec eux, mais je pense qu'il faut faire un pas l'un vers l'autre, quoi, sinon on n'y arrivera pas. Oui, en fait, ce qui se passe avec le CPAS, c'est qu'on travaille souvent avec avec les assistants. C'est toujours avec des individus et pas, même s'il y a un contrat, une convention qui est signée, mais c'est souvent la bonne volonté de la personne et le degré de conscience de l'assistant qui va dire, qui va soutenir son bénéficiaire, entre guillemets, ou pas. Nous, ce qu'on promet, c'est un suivi, etc. Essayer de travailler vraiment tous les trois avec le porteur de projet pour justement minimiser ce risque, mais il y a très peu de conseillers au CPS qui sont au courant, en fait. Donc on revient à ce devoir d'information, à cette méconnaissance, et parfois même de la méfiance, parce que on peut avoir aussi, en tant que Microstart, l'image de l'institution qui finance l'informel, qui finance les petites activités qui vont mourir dans 6 mois, etc. Et c'est à nous aussi de faire l'effort et de leur montrer qu'en fait non, qu'il y a une pérennité des activités qui sont créées, qu'il y a un accompagnement, que même si nous, en tant que Microstart, on le fait pas, on fait pas tous les aspects de l'accompagnement, il y a d'autres organismes, d'autres institutions qui le font, c'est leur taf, ils sont subventionnés pour ça. Peut-être, Carole, oui. Je vais justement te donner la parole. On parle de subventions et de financement, etc. Je voudrais quand même ouvrir mes oreilles sur le fait qu'un nouvel appel à projet est en construction au Forum.
qui va donner lieu à des projets innovants, à la possibilité d'introduire des projets innovants. Donc, aux alentours du mois d'avril, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page partenaire du site. Pour trouver plus d'infos. On ne peut pas trop communiquer là-dessus, mais je veux dire, il faut appuyer, il faut donner lieu à des initiatives et profiter de toutes les possibilités d'introduire des projets et de trouver des sources de financement. Et le forum peut en proposer, en tout cas à certains moments. Ce ne sera pas des choses de manière pérenne, mais ça permet de tester des choses et en tout cas d'offrir une meilleure visibilité pour le public et pour ce type de projet. Exactement. Top, merci. Merci. J'aimerais, juste pour finir, peut-être un petit commentaire sur ce qu'a dit Didier tout à l'heure. Et c'est vrai, c'est une réalité qu'on vit aussi. C'est que le public aussi a peur des fois de perdre ce droit d'être assisté, vu le risque qu'il y a avec le risque qui vient avec l'entrepreneuriat, etc. Et ouais, encore une fois, on retombe dans le même, vraiment dans la même question. Il faut informer, accompagner pour justement limiter ce risque. Et quand on travaille avec, quand on a un conseiller CPS par exemple qui est bien conscient de tout ça, donc on travaille avec lui. On a un exemple à Gand par exemple, où un réfugié syrien qui était qui travaillait dans le marketing en Syrie. Il est venu en Belgique, donc il n'a pas trouvé l'équivalence pour son diplôme, ni son expérience professionnelle, donc il était obligé de se tourner vers une autre activité, manuelle cette fois. Donc maintenant il fait du recyclage de meubles, mais c'est grâce au CPAS qu'il a pu avoir son atelier. Donc le CPAS a mis à la disposition de ce porteur de projet un atelier pour travailler. Il a eu un premier financement chez MicroStart, puis un deuxième, et ça fonctionne très très bien. Donc c'est la preuve en fait que quand il y a une synergie entre toutes les personnes, que ça peut marcher. Et là on a parlé d'un exemple de recyclage de meubles, mais il y a tellement d'autres exemples, sans tomber dans le communautarisme ou sans tomber dans ce genre d'idées. Hein. C'est juste encourager les gens à avoir une estime, à regagner l'estime d'eux-mêmes. Didier, tu as levé la main. Oui, je voulais juste proposer de aussi aller voir ce qui se passe ailleurs. Je veux dire, nous avons un projet avec la Confédération européenne des syndicats qui s'appelle Union Migrant Net. Et Union Migrant Net a comme objectif d'identifier en Europe, dans les villes hospitalières, comme Liège d'ailleurs, je pense à Barcelone, Oxford, Utrecht par exemple, des initiatives, pas forcément d'économie sociale, mais bon, globalement c'est plutôt dans ce champ-là, qui favorisent l'inclusion des personnes étrangères. Par exemple, à Naples ou à Rome, il y a le service catering de la ville de Naples, par exemple, est assuré et honoré par une initiative portée par les personnes migrantes. Ça ne demande pas non plus des centaines de milliers d'euros. C'est par exemple, et on va essayer de faire ça à Liège également, avec le collectif Liège Ville Hospitalière, de voir comment, par exemple, dans les marchés publics de la municipalité, il est possible d'inclure des clauses de sensibilité aux initiatives d'économie sociale, qui permettraient plus facilement alors la contractualisation avec les autorités. Je voulais aussi dire que si on peut rencontrer certains blocages parfois au niveau régional et fédéral sur ces questions, il y a quand même l'appel à projet des GEOM à MIF chaque année, qui est un appel très intéressant parce que ce qu'on appelle un appel en gestion directe, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par le filtre politique de la sélection que l'on peut parfois trouver au niveau des appels fonds social européens, par exemple, où là, il peut y avoir parfois plus de difficultés à faire passer des projets qui sont un peu plus innovants. En DGO MAMIF, ce filtre politique est moins présent, mais bon, c'est des constructions, c'est des architectures assez lourdes. Hein. Les DGO MAMIF, c'est minimum 10 partenaires, enfin c'est du lourd, quoi. Mais ça permet d'aller, c'est des 2 millions d'euros, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans justement des logiques partenariales européennes. Et ça, c'est vraiment capital pour nous, en tout cas, d'aller voir ce qui se fait ailleurs.
Merci Didier. Merci Didier. Carole, t'as levé la main. Ok. Ça, c'est mon manque de connaissance de mythe. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on arrive doucement à la fin de cette très belle rencontre. Moi, je suis super content de l'échange qu'il y a eu aujourd'hui. Ça fait plaisir de savoir qu'on est tous d'accord au moins sur ce qu'on a envie de faire, sur nos objectifs. Et il y a qu'à, il y a qu'à faire. J'espère je sais pas, qu'il y aura une deuxième réunion, puis une troisième, qu'on arrivera à développer au moins une action ensemble, une action commune. Je ne sais pas un dernier mot, une conclusion de vos impressions. Thomas, je sais, les belles cols, c'est pour toi tout le temps. Merci. Franchement, c'est hyper intéressant de se rencontrer. Et moi, en tout cas, une des conclusions que je vois, c'est que je pense qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Je pense qu'il y a assez d'opérateurs existants qui veulent le faire, mais ce qui manque, c'est les synergies, c'est la collaboration, c'est le travail en réseau. Et je pense que voilà, il faut créer des ponts entre nous. Donc, je pense que ça, je pense, c'est une des grandes pistes. Et comme on l'a dit, de faire un groupe de travail, ou peu importe, mais de continuer à travailler ensemble. Et je rejoins aussi ce que Didier dit, c'est de regarder autour de nous, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Moi aussi, je suis très sensible à l'économie sociale, mais quand on regarde par exemple Terre, les Green c'est tous des structures qui se sont lancées parce qu'il y avait un problème, mais c'est pas des gens qui avaient beaucoup d'argent. Donc je pense que il faut aussi regarder ce qui fonctionne très bien à Liège. Quand je vois Terre, les Green voilà, c'est les deux, je pense les deux, deux phares de l'économie sociale, en tout cas en région liégeoise. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre d'eux et qu'on pourrait réappliquer. Et aussi tout ce travail collaboratif. Quand je vois le Venture Lab qui prend un terrain en incubateur, c'est génial. J'aurais jamais pensé qu'HEC allait faire, c'est pas vraiment historiquement, c'est pas leur truc, mais on voit qu'il y a quand même aussi des ouvertures par là. Et donc, je pense qu'il faut aussi, dès qu'il y a une petite brèche, s'enfoncer. Un terrain le fait très bien, le fait super bien. Donc, je pense que c'est à nous aussi d'aller mettre un peu des graines partout pour que ça germe. Tout à fait. Et il y a aussi l'incubateur que Intera est en train de préparer et qui promet vraiment d'être vraiment un beau projet. Voilà, on arrive vraiment à la fin de cette rencontre. Je vous remercie tous de votre présence. Le meeting a été enregistré, donc vous pouvez le trouver sur la page Facebook après, où je vous l'enverrai directement. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Sally, un dernier mot? Merci Hicham d'avoir mené à bien cet entretien. Tu as fait ça comme un chef. Et merci à tous d'avoir participé. C'est vraiment hyper intéressant. Et comme disait Hicham, c'est d'autant plus rassurant de se dire on est tous au final sur la même longueur d'onde. On a tous et toutes le même objectif. Maintenant, il n'y a plus qu'à se rencontrer et à faire en sorte que les choses avancent ensemble. Donc, ravi de vous avoir rencontré, vous avoir eu aujourd'hui. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Et allez, bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir.